Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au chaud, l'émission qui regarde les films en prenant l'apéro au bord du canal. Salut Thierry. Salut Thomas. Aujourd'hui nous allons parler de cinéma, mais pas n'importe quel cinéma. On va parler de la cinéthèque, la cinémathèque des réalisateurs. On va donc parler de cinéma. De cinéma, avec le violon derrière et tout. Avec nous pour nous accompagner l'équipe de claques habituelle. Dieu créa la femme, mais il créa aussi Yassa. Salut Yassa. Salut, j'en ai marre, chaque semaine tu m'en sors une nouvelle. On lui avait proposé une rétrospective Vin Diesel, il a répondu je peux pas, j'ai piscine avec Romy Schneider. Salut Ellie. Salut. Putain, je savais pas que j'avais piscine avec Romy Schneider, hein. Je note dans mon agenda tout de suite en fait. Bah t'inquiète pas, moi généralement j'ai vieux fusil avec Romy Schneider, je suis moins content déjà. Mais ce ne sont pas les seuls, nous avons aussi de magnifiques invités, des invités, comme on dit, pour parler cinéma. Elle vient d'un monde parallèle dans lequel elle parle de films avec d'autres gens dans un podcast animé par un type qui fait des blagues et qui s'appelle Thomas. C'est très bizarre. Elle s'appelle Béa, c'est Béa de Parlons Péloche. Salut. Salut Thomas, salut tout le monde. Ça va, jusque-là je suis pas dépaysée. Ça va. Alors pour nous distinguer, c'est très simple. Le Thomas de Parlons Péloche, il a un nœud papillon et moi j'ai des lunettes. Voilà, c'est très podcastique comme détail. Et après fusion. C'est ça. Mais en fait, nous sommes la même personne, c'est juste que je prends l'accent du Sud quand je suis dans ce podcast. Il doit son pseudo à son combat militant pour que le popcorn remplace les frites en Belgique. Liam de Bruel, salut, monsieur Popcorn. Salut, et un jour j'y arriverai, on suivra le parti popcorn et on envahira le monde à coups de popcorn sucré et non salé. Parce que le popcorn salé est une aberration et je commence le débat directement dans l'attaque. Très bien. Je suis dans la team. Je suis dans la résistance. Moi j'aime bien le mix des salé. deux. Je suis la neutralité suisse. C'est ça. Il nous a accompagnés pour suivre le festival du film coréen à Paris. Super épisode d'ailleurs en 2 parties, je vous le recommande, le lien en description, tout ça. Cliquez. On a tout de suite pensé à lui pour couvrir le non-festival de Cannes. Salut Quentin, à la rencontre du 7e art. Bonsoir et merci de remuer le couteau dans la plaie. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Mais... Thomas, si t'as vu le nombre de fois où Quentin était triste justement de pas pouvoir aller à Cannes, c'est odieux ce que tu viens de faire. Ouais, mais bon. C'est pas grave, faut conjurer le deuil par en remuant le couteau dans la plaie, c'est pas très grave, tu vois. Je me dis au moins, j'ai raté la croisade, mais je suis avec des gens de qualité ce soir, même s'ils sont un peu insultants de temps en temps. C'est pas très grave. Qui aime bien, torture bien. Exactement. Je pense qu'il y a des gens en Belgique qui ne se remettent pas d'une certaine demi-finale d'une certaine compétition sportive et qui pleurent tous les jours en pensant à ça, donc on vit avec un couteau dans le cœur directement. Oh. Ah ouais, vous savez, il y en aura qu'une, hein. Il en suffira d'une. Il en suffira d'une. Je sais pas, je regarde que le rugby. Pour les Belges, c'est pas beaucoup mieux, je crois. C'est ce qui s'appelle de la résistance. À l'heure où nous enregistrons, comme vous entendez les souffrances de notre ami Quentin, nous sommes en 9e semaine de confinement. Le festival de Cannes aurait dû s'ouvrir cette semaine. Hélas, le réseau sanitaire et autres mesures barrières ont eu raison du tapis rouge et de la montée des marches. Faute de voir défiler les cinéastes, on peut quand même voir défiler leurs films de cœur grâce à la cinéthèque.com. Oh, c'est beau. C'est beau, hein, vous avez vu ça un peu quand j'ai... C'est pas mal. Super. C'est pareil. Ouais. Mais pour une fois que j'enregistre pas dans la rue, j'écris 2-3 trucs de temps en temps. Voilà. On peut tricher un peu quand même. Ouais. Et quoique, à Cannes, on aurait pu enregistrer sur la plage en plus, c'est cool. Hein, c'est vrai, ça aurait été vraiment cool d'y aller, hein. Oh la vache. Avec T'imagines? le bruit des mouettes. Thierry, fais-nous les mouettes. Magnifique, on s'y croirait. La plateforme de la semaine, la cinéthèque.com, avec le slogan évocateur, la cinémathèque des réalisateurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a demandé aux grands noms du cinéma leurs films préférés et elle s'efforce de les rassembler dans son catalogue. Vous voulez parfaire votre culture ciné ? Vous voulez connaître les films qui ont influencé vos réals préférés ? Dario Argento, Bong Joon-ho, Martin Scorsese, Paul Verhoeven, Agnès Varda, John Woo, Michel Hazanavicius, j'y arriverai jamais. Tu l'as cherché là. En gros, ce sont un peu plus de 80 réalisateurs qui ont partagé leurs recommandations sur cette plateforme et vous pouvez consulter la liste de chacun. C'est un rêve de cinéphile sur votre ordinateur qui connaissait la Cinéthèque avant de préparer cette émission. Je me tourne vers les invités en priorité.
Béa, est-ce que tu connaissais la Cinétech? Bah, je savais que ça existait, mais j'avoue, je n'étais jamais allée faire un tour sur cette plateforme. Je l'ai découverte. Je me suis abonnée pour, on va dire, à l'offre d'essai pour voir les films dont on va parler ce soir. Mais je pense que je vais continuer parce que en regardant justement tout le catalogue, et ben franchement, il y a vraiment des films qu'on trouve rarement, qui passent jamais jamais ailleurs. Et je vais découvrir, comme ça a été le cas ce soir, je vais découvrir des films. Donc non, franchement, merci de m'avoir invité sur cette émission. C'est autre chose qu'Outbusters, hein. Non, je déconne. On va pas parler de ça. Tu vois, la semaine prochaine, toi, tu vas voir. En plus, c'est très bien, on en parle la semaine prochaine. Non, je dis code parce que c'est Outbusters sponsorise leur podcast, c'est pour ça. Non, c'est pas ça. Nous sommes propulsés par Outbusters. Vous êtes propulsés, pardon. Voilà, depuis 2 épisodes. Et ça félicitations. se passe bien, et voilà. Yam, est-ce que tu connaissais la Cinétech? Bah écoute, je connaissais la bibliothèque, je connaissais le Portech, mais je ne connaissais pas la Cinétech. Donc j'étais très content d'être invité, malgré ce jeu de mots stupide, pour découvrir la Cinétech. Et malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le faire à cause d'un problème politique, géographique. En tant que réfugié belge en Belgique, je n'ai pas eu l'occasion de tester la Cinétech, mais j'ai pu voir un aperçu de la sélection et je suis très content pour vous. Tu as dû rattraper les films par un autre moyen. Bon, c'est pas des exclus donc ça va, mais c'est vrai que ouais, ça a eu un petit souci. C'est pas dispo. C'est dispo en France et en Allemagne, parce que voilà, c'est ce qu'on t'a dit quand t'as voulu t'inscrire, mais C'est pas ça. en Belgique, hélas. Et oui, donc si vous pouviez penser un petit peu aux Belges de temps en temps, ça ferait du bien. Je veux dire, voilà, je vais pas râler en permanence parce que je suis belge, mais quand même. Bah, les Belges sont pas très cinéphiles, quoi. Non. Bon, Qu'est-ce qu'un cinéphile ça commence très bien ce débat. Qui a vu le bar ici? C'est arrivé près de chez lui pourtant. Quentin? Eh bien écoutez, si ça ne marche pas en Belgique, ça marche très bien en Bretagne. Et c'était un plaisir parce que même si, comme les autres, je connaissais surtout de nom cette plateforme, eh bien ça m'a donné l'occasion de la découvrir davantage et d'avoir envie d'en découvrir davantage aussi. C'est une plateforme avec une sélection très riche qui donne vraiment envie de passer des heures à découvrir plein de pépites méconnues ou parfois moins méconnues. Je me tourne vers l'équipe, il y a ça. Moi, j'en avais entendu parler, mais je m'étais jamais abonnée, donc c'était la bonne occasion pour le faire. Grâce à Clac, tu peux enfin tenir tes bonnes résolutions. Parfait. Ah, mais j'en apprends tous les jours, hein. Ellie, je te le demande pas si tu connaissais la Cinétech avant. Non, bah, moi, ça fait, en fait, c'est depuis que ça a été créé, je m'y intéressais beaucoup parce que j'avais entendu parler de l'initiative et je trouvais ça génial. Et je crois que j'avais déjà dû m'abonner 1 ou 2 fois, mais sans m'abonner, je consulte très souvent le site parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de listes de films par des réalisateurs qui donnent toutes leurs influences, des films qu'ils aiment beaucoup. Et du coup, rien que personnellement, pour pour étoffer sa culture ou se donner des envies de films, moi, j'aime bien aller fouiller dessus, voir ce qu'il y a. Donc, je rejoins tout ce que tout le monde a dit avant. Enfin, il y a beaucoup de très 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 bons films, qu'on connaît bien, qu'on connaît pas trop, et c'est plaisant, de plonger là-dedans, quoi. Thierry? Alors moi je connaissais pas le nom, je savais qu'il y avait une plateforme de réalisateurs, je savais pas que ça s'appelait la Cinétech et je pensais pas que ça s'écrivait comme ça même d'ailleurs pour la petite anecdote. Alors ça s'écrit alors la Cinétech, comme là, Ouais. L-A-C-I-N-E-T-E-K. Voilà, moi je Voilà, voyais ça comme d'accord. une Cinétech quoi. Et du coup ouais, je savais qu'il y avait cette plateforme donc recommandée par des réalisateurs où ils mettent une sélection, donc je découvre ça avec plaisir. Surtout que je m'attendais à ce que ce soit de l'exigeant à tout prix, mais en fait il y a un peu de tout. Ouais, il y a tout, c'est ça qui est Donc, chouette, du coup, ouais. Bon là dans le répertoire qui avait été mis, dans lequel on a sélectionné, c'était quand même assez précis, mais c'est vrai que quand on regarde le contenu, on verra ça même quand on parlera des recommandations derrière. Ouais. J'ai trouvé des trucs, je me suis dit c'est super cool que ça se soit dessus. Et même si c'est pas du cinéma non plus excessivement populaire aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont pas forcément des gros casse-têtes comme on peut s'imaginer quand on dit directement aux gens cinéma d'auteur et cette espèce de version biaisée qu'ils en ont. Mais du coup c'est chouette. En fait, il y a du patrimoine et après, il y a aussi des choses très accessibles. C'est vrai que de premier abord, on se dit, oh là, ça doit être assez élitiste. Mais en fait, c'est assez éclectique au final. Et la grande vadrouille Exactement, dessus, j'ai vu. Ouais voilà. Par Et puis exemple. même les réalisateurs qui font ces recommandations, là pareil, il y a de tout. Donc ça fait que c'est pas justement des réalisateurs ultra élitistes qui disent bon allez en fait j'aime bien les petites comédies de temps en temps. Non, il y a n'importe quel type de réalisateur quoi qui conseille des choses. Donc c'est vachement varié en fait. Ouais. Et des réalisateurs internationaux surtout qui conseillent des trucs, donc c'est super chouette.
Voilà. C'est cool, je n'ai absolument rien à rajouter, c'est génial. Oui, évidemment. Non, c'est ça. Moi, quand j'ai vu que, je crois qu'il y a Alain Chabat aussi qui a une liste, je crois. Enfin, j'ai pas vu. J'ai vu qu'il y avait John Woo, Ouais, il y a Paul Chabat, Verhoeven. elle est pas mal C'est sa bon. liste en plus à Chabat, je crois. Non, c'est cool pour aller voir les influences de chacun et c'est. Et ils ont pas mal de... Alors, je sais pas, étant fraîchement abonné, j'ai pas encore vu exactement comment ça fonctionnait, mais dans le catalogue, il y a comme des cycles, en fait. Enfin, il y a des réalisateurs où on a vraiment un grand choix dans leur filmo. Alors, je ne sais pas si c'est juste parce qu'ils ont été très recommandés par les autres, ou Oui. si... Ah, c'est ça? D'accord, ok. Bah, quelqu'un comme Chaplin ou comme Hitchcock, par exemple, sont très souvent cités. Oui, non, mais voilà, il y a Scorsese, il y a Eastwood, enfin, il y a plein de... Il y a plein de cycles, quoi. Mais, enfin, donc moi, je pensais que c'était des cycles, mais en fait, donc, non, des recommandations. Ok. En fait, le système, c'est que ce sont les réalisateurs qui font leur liste de leurs films préférés, les films qu'ils ont influencés, ils font leur liste, et la Cinétech fait un catalogue à partir de ça, et alors, ils classent les films selon plusieurs types. Alors, il y a les listes des réalisateurs, donc on peut voir, suivant le réalisateur, quel film il a conseillé, Ok. donc pour voir un peu ce qu'il a Bah, ça, influencé. c'est Donc, intéressant, ouais, les ça, c'est influences, super ouais. intéressant pour voir par rapport à un film et qu'est-ce qu'il a vu. Donc, donc il y a un truc qui est très marrant, par exemple, c'est que dans la sélection du mois, par exemple, il y a un film de Cédric Lapiche, mais il y a aussi Ouais. un film recommandé par Cédric Oui, Lapiche. oui, j'ai vu, ouais. Ouais. Donc, il se retrouve à la fois dans la sélection et dans les curateurs. Voilà, je cherchais le terme. Et sinon, il y a un autre truc, c'est la liste de tous les films. Et alors là, il y a tous les films recommandés. Alors, des fois, ils n'ont pas les droits. Des fois, ils les ont. Quand il y a les droits, on peut les louer à l'unité. Et sinon, ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est qu'il y a un système d'abonnement. C'est-à-dire que pour 2,90 €, 3 €, allez, pour 3 € par mois, il y a une sélection de 10 films thématiques qui est renouvelée le 10 du mois. Donc c'est pour ça qu'on fait l'émission aujourd'hui, c'est qu'on a attendu que la liste change comme ça vous pouvez profiter des films le plus longtemps possible après avoir entendu l'émission. Et donc il y a une dizaine de films thématiques pour 2,99 €. 10 films, ça va, c'est cool. Et puis des films recommandés par des réels. Et des bons films, enfin, je les ai Voilà. pas tous vus, mais vu que je me suis abonnée à l'offre d'essai, je vais le faire. Et donc, on a une sélection de 10 films sélectionnés par des mecs qui s'y connaissent un poil. On peut supposer quand même. Je trouve que c'est une offre assez intéressante. Voilà. Et donc, nous, ce mois-ci, enfin, cette semaine, on s'est penché sur la sélection du mois de mai. Un mois sur lequel souffle un vent de liberté pour renverser les barrières. Même les barrières sanitaires et les gestes barrières, on s'en fout, on est comme ça. Puisque la sélection se nomme Révolte et Révolution. C'est un Alors, programme. C'est tellement parfait, on est arrivé au bon moment. Alors, je vous cache pas qu'avec un nom pareil, il y a quelques films cette semaine qui sont un peu orientés politiquement, Légèrement. avec une Dont légère ceux qu'on a tendance vus. à gauche, mais rien du tout, quoi. Je veux dire, À peine, à peine. c'est discret, c'est subtil. Et ça plaît à certains. Il paraît. Et là, on peut se demander qui vote à gauche ici, qui vote à droite. Moi, je m'en fiche, je Certains suis en à ma Belgique. gauche. Je m'en cache pas politiquement en France. Allez, Bisous. la boîte de Pandore est ouverte. Ça va dégénérer. Thomas, je voulais préciser un truc sur la plateforme, je viens d'y penser. Mais un truc qui fait qu'elle est super intéressante aussi, c'est qu'elle propose des bonus, et des bonus archives aussi, en plus des films. Hmm. Et ça, c'est quand même assez rare aujourd'hui sur les plateformes VOD, tout ça. Donc c'est vachement intéressant. Bon, là, sur les films qu'on avait, il n'y en avait pas spécialement. Il y avait un bonus archive, je crois, pour l'an 01. Et il y a Ouais, pas de bonus c'est un pour les interview de films. Miu qui avait pas rapport avec Oui, le voilà. film. Mais oui. Mais non, mais C'est voilà. l'intention Ah, qui c'est un compte. bonus, hein. Mais sinon, pour beaucoup de films, il y a des vrais bonus, en fait, un peu comme on aurait sur une édition DVD ou Blu-ray, et ça, c'est vachement intéressant de réussir de proposer ça en ligne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent dans la sélection, ils interviewent un réalisateur, quelqu'un qui explique pourquoi est-ce qu'il a choisi le film en question. Bon, là, par exemple, il y avait une interview, c'était pour Le Péril Jeune, par exemple, qui n'est pas dans les films que nous avons gardés en fin de compte, donc ce qui est dommage. Nous ne parlons pas de ce bonus. Tant pis. Mais quel film avons-nous choisi? Tiens donc. Nous aborderons le classique des classiques, le cuirassé Potemkin, l'utopiste, l'an 01 de Jacques Doyon, GB, Alain René et Jean Rouch, ils sont beaucoup... le film choral, hein, l'utopiste. Et enfin, le révolté Scum d'Alan Clark. Et ça commence tout de suite.
On s'attaque à un gros morceau, un film qui a dû passer, qui doit être au programme de toutes les écoles de cinéma, je pense. Le Cuirassé Potemkin, film de 1925, 1h04, film soviétique de Sergei Mikhailovitch Eisenstein, l'auteur notamment de La Grève, grand théoricien du montage, et qui a apporté énormément au cinéma, justement avec sa théorie du montage. L'histoire de la révolte en 1905 de l'équipage du Cuirassé Potemkin, comme son nom l'indique. Film commémoratif de la révolution de 1905 et léger petit film de propagande Très de l'Union léger. soviétique. Mais Bah, à peine. le mec, il avait 27 ans quand il l'a fait, mais après, il en a fait plein des films de propagande. Hein. C'est un peu le réalisateur officiel des films de propagande communiste, quand C'est même. un peu son taf, oui, Ah, effectivement. oui et non, ouais. Mais surtout, il a pensé le film comme une sorte d'annonce de la révolution de 1917 en 1905, en fait. C'est ça. Et ça, c'est exactement intéressant. ça, ouais. Et c'est un film tourné en 4 mois. C'est peu. C'est très peu. Au début, ils voulaient faire une grande fresque sur la révolution de 1905, justement. Et en fait, ils n'avaient pas le temps. Et donc, on a coupé, on s'est concentré là-dessus. Un film très fort, un film muet, 1925, vous vous doutez bien, en noir et blanc, même s'il y a eu, ça a été colorisé. Alors, pas dans cette version Oh. qu'on a eue. Mais non. Il y a une version où il y a un drapeau rouge qui est colorisé. Ah, oui, d'accord. Celui qu'on voit bien, là, qui paraît blanc sur la pellicule, mais qui en Ouais, fait ouais, est... ouais. Voilà. Et un film qui met en avant le peuple. On peut vraiment parler du peuple en tant qu'acteur ici. Je vais me retourner vers mes camarades de lutte. Si. Qui veut commencer sur le Cuirassé Potemkin? À mon avis, on va tous un peu dire la même chose. Enfin, c'est aussi unanime, hein, je pense, sur le film. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas aimé le Cuirassé Potemkin ici déjà? Bah après, pour un film de 1925, c'est pas mal. C'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Allez, Liam, tu commences. Attends, Voilà, attends la allez. fin, Liam, pour ça. Ah, tu Ah non, regardes non. pour la fin? Allez. Ok, Non, garde pour la il m'a compris, il m'a compris. Oui, c'était pour la... Dans une perche. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors, honneur aux invités. Qui veut commencer? Béa, est-ce que tu veux commencer? Ouais, bah pourquoi pas. En fait, alors déjà, faut savoir que même en étant chroniqueuse sur une autre émission de cinéma, je connaissais finalement que la scène du landau, en fait, comme tout le monde. Mm. Je me suis rendu compte de ça. Moi, dans ma tête, je l'avais vu, mais en fait, non, je n'avais pas vu le Cuirassé Potemkin. Alors 1 heure, c'est court et en même temps un peu long parce que juste, je pense qu'on n'a plus l'habitude d'avoir ce genre de format. Mais donc il est découpé en plusieurs tableaux et il y a vraiment 2 tableaux que j'ai aimés. Le début, en fait, j'adore le début de ce film parce que je trouve c'est un film muet et là on se rend compte que vaut mieux un film muet qu'un film avec des mauvais dialoguistes. Oh oui. Parce que Oh là, qu'en fait oui. les plans de visage sont tellement expressifs. Là, tu parlais du montage tout à l'heure, mais effectivement on voit c'est très rythmé en fait. Et en fait je trouve qu'on sent l'ambiance, on sent la sueur, on sent parce que le premier tableau c'est vraiment la vie de l'équipage et le début en fait de la rébellion. Et rien que ça, je trouve que c'est super fort. Et de la même façon je trouve que la scène justement à Odessa, la scène de l'escalier, donc où on a vraiment le peuple qui est massacré, quoi. Ça vaut plein de blockbusters, quoi, parce que il y a du rythme. Je trouve que c'est bizarrement très moderne en fait dans la façon de monter justement. Donc c'est hyper tendu, c'est violent. Enfin, donc ouais, j'étais vraiment contente de le voir avec voilà, comme je disais en préambule, malgré tout. Mais juste question d'habitude, je pense. Voir un film muet, voilà, il y a des moments j'ai un peu décroché, mais ces 2 parties-là m'ont vraiment accroché au film, quoi. Oui. Quentin? Oui, donc le Cuirassé Potemkin, en fait, c'est une pure leçon de montage. C'est ici le cinéma muet qui arrive à un apogée. C'est la puissance des images qui explose devant nos yeux. C'est vraiment ça que j'aime dans le cinéma de l'époque, c'est que, à défaut de dialogue audible, ce sont les images qui parlent d'elles-mêmes. Et il faut savoir que Eisenstein était un de ces cinéastes russes qui, dans les années 20, ont beaucoup théorisé le cinéma, qui cherchait en fait quelle était la vraie distinction que pouvait avoir le cinéma vis-à-vis des autres arts. Et avec d'autres cinéastes comme Vertov et Kuleshov, ils avaient déterminé que le montage était finalement la spécificité du cinéma. Et Eisenstein ne s'est pas fait prier pour appliquer
les découvertes qu'ils avaient faites. Et le cuirassé Potemkin, je pense, c'est un exemple assez criant de ça. On voit vraiment que le montage est le pilier de son film. Comme disait Béa juste avant, c'est très rythmé, notamment dans les scènes de liesse, comme l'escalier d'Odessa ou la révolte sur le cuirassé. On a vraiment un montage qui est très rythmé, très nerveux, qui vraiment retranscrit tout l'esprit de la révolte, de la colère du peuple que Eisenstein veut retransmettre. En fait, il joue sur deux styles de montage. Il y a le premier qu'on appelle le montage en fait métrique. Donc en fait, c'est la cadence à laquelle s'enchaînent les plans, qui est variable selon les différentes situations. Il y a aussi le montage rythmique. En fait, c'est la vitesse qui est dans un plan en lui-même, et donc qui peut être travaillé par exemple avec beaucoup de mouvements de foule qui donne une sensation de vitesse. Et il joue beaucoup là-dessus pour en fait, au-delà bien sûr du discours que peut avoir le film, qui est forcément très engagé en faveur du parti puisque c'est un film de commande, il y a derrière un vrai souffle épique en fait dans ce film, qui fait que c'est un pur film de cinéma où au-delà des convictions du parti soviétique, du parti bolchevique, il y a les convictions du cinéaste lui-même qui s'expriment vraiment, et ça donne un film qui est d'une puissance assez phénoménale. J'avais pas vu depuis peut-être 5-6 ans, et j'ai vraiment eu une vraie redécouverte, et c'est une véritable leçon qui vous cloue le bec. Amen. Le dangereux opposant politique, Liam. Mais qu'est-ce que je peux dire après ça? Allez, sérieusement, qu'est-ce que je peux dire après? Mais pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec eux, sachant que, oui, effectivement, pour un film de 1925, je vais arrêter cette blague tout de suite. Mais voilà, la puissance de chacune de ces images est intemporelle. Il y a, vous parliez effectivement le rythme qui est hyper fort. J'avoue que je n'ai même pas vu leur passer. Je l'ai déjà vu une fois en cours de cinéma, justement. Tiens donc. Et pour le coup, je suis toujours autant marqué par la puissance de cette mise en scène, et même par un truc que je pense qu'on pourra développer sur les autres films, c'est cette démultiplication des regards pour souligner la révolte. Le fait de la transition qu'il y a par, alors je vais essayer de bien prononcer son nom, par l'arrivée du corps de Vakulinchuk à Odessa, et c'est une manière dont le peuple et même l'équipage s'exprime, non pas comme des individualités, mais comme une unité, jusque dans la scène de massacre de l'escalier, qui pour le coup est toujours aussi cruelle et aussi forte. Pour le coup, ça m'a toujours estomaqué à quel point cette scène reste brutale pour comme ça. C'est quelque chose qui me marque encore. Et effectivement, j'ai l'impression que c'est le genre de classique dont je ne saurais pas quoi rajouter de plus. Déjà parce que les deux invités avant moi ont clairement fait le taf. Et on a potassé, même... hein. Ah bah, oui, voilà, vous êtes bien placé. Directement parce que j'arrête les blagues sur la Belgique, promis. Mais oui, clairement, je trouve que c'est un film qui est toujours aussi fort, qui est intemporel dans sa force. Quentin parlait d'épique, je dirais même lyrique dans sa représentation. Effectivement, récit de propagande. Évidemment, il y a une certaine forme de lyrisme poussé, mais qui pour le coup nourrit vraiment l'histoire et qui rend clairement ce film un classique. Je pense que si vous ne l'avez pas vu avant ce podcast, déjà, pourquoi? Faites-le maintenant, parce que clairement c'est... mais oui, mais c'est vrai, clairement, c'est le genre de film qui marque et qu'on pourrait avoir une image un peu élitiste, film russe des années 20, etc. Mais pourtant, c'est tellement fort dans ses images que je ne peux que le recommander pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. C'est un c'est film ça, qui en fait, s'adresse moi, au peuple, hein. Ouais. Vas-y, mais Béa. Voilà. comme je disais, je l'avais pas vu, alors que oui, je me clame, alors pas cinéphile, mais enfin voilà, j'aime le cinéma, je veux cinéma, j'ai un peu de culture quand même a priori, et donc je pense que je pouvais en parler de ce film sans l'avoir vu. Et maintenant que je l'ai vu, oui, ça résonne encore autrement, mais oui, enfin sachez-le, on peut passer quelques années en passant à côté de choses indispensables. mais je vais être franc, quand j'ai vu la sélection, je me suis dit, déjà, les 10 films qui ont été choisis, je me suis dit, bon, je ne suis pas du tout légitime, je ne me sens pas prêt à parler de ça. Donc, pour le coup, ça m'a un peu rassuré de découvrir ces films avec vous. De toute façon, il n'y a pas de légitimité particulière à avoir. Moi, tu vois, pareil, je pense avoir quand même un bon background dans le cinéma et dans ma culture cinématographique. Et j'avais jamais vu le cuirassé Potemkin. Et oui, merci, évidemment. je me sentais Mais voilà. Le voir maintenant, ça fait que je me dis limite que je regrette de pas l'avoir vu avant. Et d'un autre côté, absolument pas, en fait. Je suis limite presque content de l'avoir vu maintenant. Parce que bon, même si, allez, depuis quelques années ce serait allé, mais là je l'ai vu avec un regard en plus qui va être beaucoup plus analytique qu'avant, que si je l'avais vu il y a 10 ans. Alors d'accord, je pourrais dire d'accord, c'est cool, je l'ai vu, mais je l'aurais sûrement pas apprécié, je l'aurais sûrement pas autant
autant compris et autant apprécié. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le cuirassé Potemkin et dans ce qu'on a vu là, c'est justement, en effet, le rapport à l'image, et c'est la manière dont il joue avec ce que j'imagine sont des limitations. Parce que il y a un côté, c'est quasiment que des plans fixes, il y a très très peu de mouvements de caméra, il y en a quelques-uns, mais ils sont très discrets, et ils nous montrent bien que c'est pas ce qui l'intéresse. Donc en fait, moi ce que j'aime bien, c'est le côté, justement, la force des images par le montage, et l'aspect, de toute façon, c'est un enchaînement de plans fixes, chaque plan doit être marquant, et j'ai limite l'impression qu'il s'est dit, si un plan n'est pas un tableau, il n'a rien à faire dans mon film. Donc on peut faire pause à chaque fois, tous les plans sont composés et tous les plans sont incroyables. Et c'est là que c'est une belle leçon de cinéma aussi, c'est que justement il n'y a pas de superflu et donc du coup tout est impactant. C'est pour ça que le film ne fait qu'1h04 et qu'on a l'impression d'avoir vu un film d'une équivalence, enfin d'une longueur équivalente à un film actuel quoi. Et je pense que ça joue beaucoup là-dessus et justement ça fait que du coup on demande aux acteurs de forcer leurs traits parce que justement chaque plan doit représenter une émotion et c'est ce qui fait qu'il y a une force là-dedans qui est assez fantastique. Et ce que j'aime, et après je vais laisser la parole je pense à d'autres, c'est que du coup ça fait écho à plein de choses que j'ai vues dans le cinéma. Donc on pense à la scène du landau, du coup forcément la scène du landau on est tous persuadés de l'avoir vue parce qu'on a tous kiffé quand on a vu l'impasse de Palma ou qu'on a vu, je le citais la semaine dernière, Brasil de Terry Gilliam qui refait la même chose avec je crois que c'est une poubelle ou un caddie, mais je crois que c'est un caddie. Et ce qui est fantastique c'est que ces cinéastes là ont quand même conscience de l'héritage que c'est et que quand ils le font, ils sont pas en train de faire la même scène en disant regarde avec les moyens d'aujourd'hui ce que ça donne. Je trouve que leur scène en fait garde une certaine pudeur pour bien te rappeler qu'il y a un patron derrière et que quand tu regardes sa scène à lui, elle a tout autant d'impact et tout autant de beauté quoi. Il y a ça? Alors, moi, ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai aimé tout le film, de bout en bout, mais il y a des passages que j'ai beaucoup plus appréciés que d'autres. C'est surtout la focalisation sur... ça peut aider justement que le film soit muet. C'est le dédain et la condescendance qu'on peut retrouver chez les officiers supérieurs lorsque les matelots commencent à se plaindre dans les regards, dans les sourires. C'est très présent à l'image, ça c'est au premier plan. Ça montre bien justement sans avoir besoin de mots que les autorités supérieures se fichent complètement et sont totalement dédaigneuses de leur équipage. Et il y a aussi, on parlait justement de techniques de montage, etc. Et j'ai beaucoup aimé la manière de montrer le quotidien des matelots avec ce leitmotiv de travail en fait qui revient constamment. Où on a des plans qui sont, on aurait dit pour d'autres films recyclés, mais là c'est-à-dire c'est le même plan qui est remontré 2-3 fois de suite et qui te montre que finalement ils sont plongés dans leur quotidien et ils sont abrutis justement par ça parce qu'ils n'ont que ça à faire et ça montre bien justement la levée de la révolte, enfin les motivations qui poussent les matelots à se révolter en dehors bien sûr de la viande avariée qui est un petit peu la flamme qui allume tout ça. Sinon, il y a une comparaison que j'ai pas pu m'empêcher de faire avec un film qu'on a vu les semaines précédentes qui était Taxi Driver, avec la scène du massacre à Odessa, où je me disais justement, quelle que soit l'époque, quelle que soit la nationalité, quelles que soient les revendications, les scènes de massacre, quand elles sont bien faites, ça touche absolument à chaque fois. Ça m'a fascinée sur le moment et j'étais absolument totalement prise par ce moment-là. Je crois que j'ai même oublié de respirer 2 ou 3 fois. Ouais, c'est très oppressant. C'est extrêmement oppressant et c'est dérangeant et on a mal pour eux et on aimerait intervenir et foutre des claques aux gens qui sont en train de décimer la population comme ça. Et foutre des claques, je suis gentille, hein. Mais voilà, et du coup, je me dis que finalement, quand c'est bien tourné, quand on prend le temps de définir les causes de ce qui amène à ce genre d'agissement, on veut presque faire partie de l'histoire et aller défendre la veuve et l'orphelin, quoi. Ah oui, parce que ça en fait des martyrs et en plus on a la musique derrière qui est là aussi, elle aussi est épique. Donc ça rajoute vraiment dans la dramaturgie, quoi. J'ai trouvé très touchante la musique à un moment. C'est vrai que la musique change plus ou moins en fonction des scènes, mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué, que j'ai remarqué même, c'est le matelot, un des matelots, enfin celui qui enclenche la révolte sur le Potemkin, qui se fait tuer et assassiné. Oui, assassiné, absolument. Ouais, c'est le mot juste. Absolument, de sang-froid.
et il se retrouve en fait suspendu à des cordes à un moment donné puisqu'il tombe du navire. Et la musique à ce moment-là, je l'ai trouvée extrêmement touchante. J'avais limite la larme à l'œil vraiment parce que je trouvais que ça c'était empreint de tristesse et de mélancolie et de se dire le combat n'est pas terminé mais c'est déjà la première victime et le film fait très bien son boulot de propagande en érigeant cette victime en martyr quand on voit les habitants d'Odessa que le comportement vis-à-vis de son corps qui est exposé avec la petite pancarte qui explique qu'il est mort pour du bortsch un bol de soupe. Voilà, ouais. Avec le recul, avec le temps, on voit bien comment les choses sont mises en place, ce qui n'enlève absolument rien justement à la puissance du message. Voilà, je vais m'arrêter de parler, c'est bon. Vous pouvez y aller. On a le droit de parler quand on a été touché. Ça va. Non, c'est pas moi qui décide, hein, mais... Moi, j'ai pas parlé, dis donc. Non, effectivement, grosse claque montage, un film très en colère, je trouve. Et ça se ressent dans le montage, très énervé aussi. Ce rythme et ce montage presque épileptique par moment. Je pense que la plupart des films d'action ont vu ce film et se sont dit ok, le montage, il faut mettre des images dans tous les sens. Bon, ils ont pas tout compris au film, du coup ils font un peu n'importe quoi. Alors moi j'avoue que il y a certaines scènes où ça s'agite beaucoup, j'ai pas toujours tout compris. Je pense pas que ce soit le but de tout comprendre, je pense que c'est plus l'énergie et l'émotion qu'il a voulu porter. Parce que des fois il y a des plans, il y a des gros plans qui pop à côté d'un plan large, on comprend pas toujours. Mais je pense que c'est plus cette notion d'ensemble et cette individualité liée ensemble qu'il a voulu mettre en lien. Et c'est vrai que ce lien entre le peuple et l'individu, le peuple, c'est vraiment un acteur. Parce que quand je dis qu'il y a des images du peuple, il y a du monde. Il y a du monde à l'écran. C'est incroyable. Alors, le navire, le Potemkin, les mecs montent sur les mâts, sur les tourelles. Donc, il y a du monde partout. Odessa, il y a du monde partout, sur les quais, sur les escaliers pour acclamer. Je sais pas combien il y a eu de figurants pour ce film. Ouais. C'est hallucinant. Non, mais quand on les voit avancer dans les rues d'Odessa, mais c'est limite un exode, hein. C'est très impressionnant. Eisenstein, il sait très bien filmer les foules, hein. Enfin, ses premiers films. C'est ça. Il y a déjà avec la grève, on voit tous les citoyens qui se révoltent. Ensuite, Octobre, qui sort 3 ans plus tard, qui est aussi un film très nerveux, qui raconte du coup là clairement les événements qui ont mené à la révolution d'octobre 1917. Et puis même quand il sortira un peu du cadre de la révolution russe, dans Alexandre Nevsky aussi, ou Ivan le Terrible, on voit, enfin il y a toujours des grands décors, des scènes avec beaucoup de foule, mais c'est toujours, ça donne vraiment c'est vraiment impressionnant cette façon de gérer toute cette masse, cette population et de donner un souffle à travers ça. C'en est encore plus puissant justement cette représentation de foule quand on voit en face soit les individualités vraiment marquées comme le prêtre ou le capitaine ou le médecin qui déclare que la viande ne contient pas de verre et qui à mon avis a dû dire que le corna était une grippette. C'est le même. Et également cette masse de soldats qui massacrent, qui est complètement déshumanisée. Cette gestion effectivement de la foule qui permet en même temps de mettre le peuple en un tout, mais qui rappelle l'humain en même temps par le montage, qui rappelle par certains personnages. Et en fait, c'est la fin de ma phrase. Ce qu'il fait dans ces scènes de foule, c'est qu'il, dans ce montage assez frénétique, il fait toujours des plans très rapides sur des visages. Il oublie jamais de filmer les visages en gros plan pour montrer les individus au sein de la foule. On le voit dans la révolte, on voit autant les officiers que les matelots. Pendant l'escalier d'Odessa aussi, on voit la mère qui se fait tuer et qui fait tomber le landau, ou la dame aussi qui se fait tirer dessus. Il y a toujours des personnages qui ressortent à chaque fois. Mais il y a une galerie de personnages avec son montage qui est énorme. Enfin, les expressions sont tellement bien chopées. C'est mal dit, hein, mais vous voyez l'idée. Non, mais c'est ça, c'est en fait qu'il ne se contente pas de raconter ou de parler d'une révolte, il l'incarne, littéralement. Et il l'incarne, ouais. Ellie, t'as parlé? On l'a pas trop entendu, ouais. J'écoute, c'est intéressant. Je suis le spectateur. Il se délecte. Camarade Ellie. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que je dise de plus maintenant? Je pense que là, limite, on a raconté tout le film en détail, on sait tous que c'est génial et c'est un fait. Enfin, moi, je suis comme Liam et Quentin, j'avais déjà vu le film, mais c'était une nouvelle claque en fait. Le redécouvrir, c'est toujours impressionnant. Enfin, ça m'a bouleversé, je trouve ça grandiose. Comme c'est Béa qui disait ça, c'est un blockbuster avant l'heure en fait. Ça a la puissance épique et la mise en scène et le montage de n'importe quel film qui pourrait sortir aujourd'hui, mais en 1000 fois mieux.
Enfin, à part rares exceptions. Mm. C'est assez hallucinant de voir ce que Eisenstein a réussi à faire en 1925. Et sinon, après sur la mise en scène et le montage, vous avez déjà tout dit et c'est vrai. Moi, j'aimerais bien. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est de voir cette opposition du montage russe finalement très thématique au final par rapport à celui qui était plus américain à l'époque, et que là Eisenstein lance et que Vertov après lui dans L'homme à la caméra va vraiment exalter avec encore plus de propagande. Mais c'est passionnant de se replonger comme ça vraiment là dans les prémices du cinéma plus actuel, parce qu'au final c'est un film comme ça qui a permis qui a ouvert tellement de portes, je pense, aux cinéastes qui ont suivi pour gérer leur narration, leur montage, que ça fait toujours un petit quelque chose de revoir ça, de voir ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se termine un peu avec une happy end, enfin, alors que c'est quand même, pendant tout le film, c'est tragique, enfin, et voilà, c'est là où on voit quand même le petit film de propagande aussi. Oui. C'est que voilà, ça se termine dans une sorte de de happy end. Mais moi qui ne l'avais jamais vu, au cours du film, je me disais film russe, 25, révolte, ça va pas bien se terminer quoi. Et du coup, j'ai vachement été surprise par la fin justement. Non, les révolutionnaires, non, ça doit bien se passer pour les révolutionnaires. Vu qu'ils ont gagné, ils peuvent maintenant montrer qu'ils ont gagné quoi. Et d'ailleurs, le côté propagande, c'était peut-être le bémol que je dirais peut-être aujourd'hui, c'est ça, des fois ça sort parfois du film quand on a un recul historique et qu'on voit certains détails. Par exemple, moi, justement, le leader révolutionnaire, là, Vakulinchuk, moi, il me rappelait Staline avec son air un peu rond et sa petite moustache. Et je me suis dit, et merde, et quand j'ai vu tout le monde défiler devant sa dépouille. Alors, à l'époque, Staline venait d'arriver. Il allait très bien, hein. Trop bien, peut-être pour certains, je sais pas. Bon, bref, je veux pas d'emmerde. Mais j'avais l'impression de voir justement les processions devant la dépouille du chef d'État avec le truc. Je me dis merde, qu'est-ce que totalement. c'est avec le culte de la personnalité, tous les trucs, tous les. En plus, Lénine était mort un an avant, donc ouais. Ouais, voilà. Mais en plus, c'est la représentation de l'idée même de l'individuel qui se sacrifie pour le collectif. Qui est prêt à tout simplement à donner sa vie pour que chacun puisse survivre, pour que d'autres puissent survivre à sa place et prospérer dans un monde meilleur. Je veux dire, c'est fort comme message, donc ça en devient vraiment propagande. C'est un point où je me demande j'aurais bien voulu voir les réactions des gens face à ce film à ce moment-là, la réaction face à la propagande d'époque. Alors en parlant de réaction, tu crois pas si bien dire, parce que Quentin a eu une réaction et maintenant je pense qu'il est temps qu'on en parle. Quentin, est-ce que tu veux nous raconter la petite anecdote qui concerne le cuirassé Potemkin? Oui, bien sûr, pas de souci. Galvanisé par cette redécouverte de ce magnifique film, je me suis dit qu'il était intéressant sur ma page Facebook que j'anime de remettre un petit extrait du film qui était donc les escaliers d'Odessa, donc l'extrait le plus connu sans aucun doute, pour un petit peu, j'aime bien mettre des extraits de films muets et autres pour un peu montrer que c'est quand même intéressant et qu'on n'en parle pas forcément assez. Et donc j'ai pas toujours des commentaires, mais des fois ça arrive. Et là c'est vrai que j'ai eu un commentaire assez amusant d'une personne qui a répondu donc en disant c'est quand même horriblement mal joué, mal monté, mal filmé, il faut tout remettre en perspective, hein. Oui, pour 1925 c'est du génie, mais aujourd'hui non. Alors bon, je suis un peu tombé des nues. Moi après je veux pas être méchant, mais après chacun ses goûts. Non mais je sais pas jouer le cinéphile condescendant, je sais pas c'est pas mon truc. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer ce film pour diverses raisons, parce que c'est un film de propagande ou parce que simplement on n'aime pas forcément le cinéma muet. Enfin, je comprends, hein, c'est pas forcément facile quand on est habitué au canon du cinéma moderne de se remettre dans des films qui ont 100 ans d'âge où ça ne parle pas et un rythme différent. Il y a aucun problème. Moi, j'essaie de sensibiliser les gens à ça. Si ça ne les intéresse pas, moi, j'ai pas de problème. Ils font ce qu'ils veulent. Mais le commentaire de la personne n'allait pas dans ce sens. C'était simplement dire, en 1925, on faisait des films, comme ça, mais aujourd'hui, ça a quand même bien progressé, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, je suis pas d'accord. Pas tellement, Et là, je ne suis pas d'accord. Disons qu'il faut remettre en perspective aussi, parce que là, sur cette scène de l'escalier, il y a quand même un sacré travelling assez incroyable, qui est déjà une prouesse pour l'époque. Et le mec, il a pas de retour sur sa caméra, il a pas des écrans de contrôle comme on a aujourd'hui. Donc, effectivement, si le cadrage est pas parfait, entre guillemets,
c'est incroyable, quoi. C'est fait, je veux dire, dans les conditions de tournage dans lesquelles ça a été réalisé, c'est quand même une prouesse, quoi. Et puis c'est beaucoup mieux que certains trucs que des mecs avec des steadicam et des caméras numériques et tous les retours du monde et autant de surtout que festivals. si on va par là, voilà, enfin, tu sais, pour répondre à ça, bah, déjà, il peut pas dire que c'est mal joué vu que ce n'est pas joué, vu qu'on a demandé aux gens de générer des émotions fixes. On leur a pas demandé d'aller déclamer des discours, donc à quel moment est-ce que tu peux dire qu'il y a un jeu que tu peux identifier? C'en est un, mais c'est une forme qui est totalement différente. Et ensuite, quand le film, tout l'intérêt est son montage et qu'il est parfaitement monté, voilà. Tu peux trouver que le montage te convient pas, dire qu'il est mal monté, c'est un peu idiot. Oui. Enfin, voilà. C'était juste pour dire que la réaction était un peu idiote et comparer des films qui ont autant d'écart, c'est un peu... Ce que dit la personne, et c'est un point que je voulais souligner, c'est qu'il dit il faut tout remettre en perspective. Le problème, c'est que les gens, ils mettent en perspective le cinéma muet par rapport au cinéma d'aujourd'hui, en disant regardez comment ça a évolué, sous-entendu progressé. Moi, je suis de l'avis inverse, c'est de dire il faut mettre en perspective le cinéma d'aujourd'hui par rapport au cinéma muet, parce que pour moi, je considère toujours... Mais oui, en fait, c'est ça, oui. je considère toujours un peu l'époque du cinéma muet, les premières années, comme le Big Bang, en fait. C'est-à-dire que tout a existé en un rien de temps, tout a été imaginé, pensé, construit dans les premières années. Après, ça a évolué, il y a eu des nouveaux codes qui ont été mis en place, des nouveaux moyens techniques, etc. Mais on oublie trop souvent que dans les 30 premières années du cinéma, tout a été posé, tout a été pensé. Enfin, il faut se dire quand même que à la fin des années 20, le cinéma muet le cinéma en général, avait atteint vraiment un apogée, quoi. Il y avait une technique, etc. Enfin, l'art du cinéma muet avait atteint un apogée, et qu'il faut se dire qu'au début du parlant, il y a eu un vrai retour en arrière. Et il faut se dire aussi que là où c'est jouer aux comparaisons me semble un petit peu injuste, c'est que, enfin, c'est pareil, je vais pas faire, moi je connais pas vous, mais je trouve que le cinéma muet c'est vraiment un art à part. Ça a des codes différents, c'est trop différent du cinéma moderne pour qu'on aille comparer tout bout de champ les deux. Et c'est pour ça que bon, ce commentaire de cette personne m'a un petit peu fait grincer des dents. Je lui ai répondu, il m'a pas répondu malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Hein. On pourra donc faire la comparaison quand les frères Rousseau auront enfin fait le remake. Le Potemkin 2 avec... En 3D. En 3D. En 3D. KDX. Avec Robert Downey Jr. dans le rôle du bébé qui pleure. Exactement. Non, c'est Tom Holland, ça. Après, accorder 10 minutes d'émission à un troll anonyme sur Facebook, après, bon, à 1 heure d'enregistrement, c'est un truc... Non, mais moi aussi me ça fait me grincer permet des de dents. compléter un peu la réflexion. J'ai vidé mon sac. Cette section va être coupée comme Jessica Chastain dans le dernier Nolan. Tu as vidé ton sac. Par contre, ouais, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a plus de cinéma ici en 1 heure que dans beaucoup de films de 3 heures. Je trouve. C'est un concentré cinéma. Tellement c'est dense et on sent. Avengers Endgame. Ça commence avec l'action, ça finit avec l'action, on s'encombre pas. Les personnages sont. Il n'y a pas un gros développement de personnages, même s'il y en a un principal, mais on les reconnaît tout de suite et on perd pas de temps avec ça. C'est vrai que pour poser les bases d'un scénario, c'est assez impressionnant. Comme ça reste lisible, on comprend qui est qui assez vite. Et il y a une évolution sans non plus qu'on nous parle 3 heures sur les motivations de chacun, leur psychologie, leur truc, leur machin. Oui, le film est très efficace. Ça se remarque même dans les panneaux et les dialogues. En fait, les phrases sont très laconiques. On s'encombre pas. Par exemple, je prends l'autre référence que j'ai, qui est le fantôme de l'opéra, où il y a, je trouve, beaucoup plus de développement dans les panneaux que là. En fait, c'est vraiment une phrase par panneau, voire 2 quand ils y vont à fond. Mais sinon, tout passe par l'image, quoi. Ouais. Vraiment. Là, on est sur le film d'action, quoi. C'est surtout un film d'Eisenstein, quoi. C'est-à-dire que le fantôme de l'opéra, enfin, j'adore ce film, mais c'est vrai qu'il est dans les plus classiques, quoi. C'est pour un film d'époque, il est les plus classiques, et il ressemble plus à ce qu'on fait aujourd'hui quand le cuirassé Potemkin, c'est vraiment un film, de plus un théoricien qui vraiment a une idée du cinéma qui est assez particulière et qui insiste énormément sur la puissance de l'image. Et c'est pour ça qu'en effet, il y a cette impression qui fait que ça ne s'arrête pas et que c'est très puissant. Mais même, je pense qu'on pourrait juste même carrément virer les panneaux qui sont liés au dialogue et juste laisser le contexte, et le film est aussi clair, en fait. Absolument. C'est juste du bonus, parce que franchement, on comprend tout rien que par rapport aux angles de caméra, les plongées, les contre-plongées, les gros plans, enfin, tout est parfaitement limpide, je trouve. Et c'est ça qui est bluffant, c'est que vraiment, il a réussi à créer un cinéma où vraiment même le dialogue peut être complètement absent, même textuellement. Et c'est assez bleu. Enfin, vraiment, c'est merveilleux, moi, je trouve, de constater ça. Murnau l'avait fait. Après la lutte armée pour la libération du peuple, une autre évolution mais plus pacifiste cette fois-ci. Ça fait 12 ans que je prends ce train-là. Moi aussi, à peu près.
Et hier, vous l'avez pas pris. Ah, vous avez remarqué? C'est vrai, je l'ai raté. J'ai pris le suivant. Vous l'avez pas vraiment raté. Vous n'êtes pas monté. Oui, c'est ça, mais j'ai pris le suivant. Mais vous n'êtes pas monté exprès. Oui, c'est idiot. Tout d'un coup, j'ai eu envie de ne plus rentrer dans le train. Depuis jamais monté dans le train? Non, enfin, jamais, non. C'est pas le mot, mais toujours le même train, vous comprenez, à la fin. À deux, ce serait plus facile, vous trouvez pas? Et donc, Et puis prendre le train. je sais pas. On continue dans ce cycle thématique sur la révolution, révolte et révolution de la Cinétech avec L'an 01 de Jacques Doyon, GB, Alain René et Jean Rouch, un film choral de 1973, un film d'1h24 et français, tiré de la BD de GB, paru dans des magazines comme un certain Charlie Hebdo par exemple. Ah, connais pas. Ouais, plus dans Harakiri que dans Charlie Hebdo, mais Un oui, vrai en effet. connaisseur. Visiblement, ouais, c'est dans les notes que j'ai eues. C'est une utopie festive sur l'abandon joyeux et pacifiste de l'économie de marché et du productivisme, avec une pléiade d'acteurs. Il y en a plein à l'écran, on n'arrive pas à tous les lire d'ailleurs, Ouais. et c'est presque on s'en foutrait. On voit le jeune Gérard Depardieu, Daniel Auteuil, Jacques Higelin, Coluche, Miu Miu, Thierry la troupe du Splendide aussi, l'équipe Charlie Hebdo avec Wolanski, Cabu, Professeur Choron, GB, Gottlieb, j'en oublie sûrement. On a même Stan Lee qui fait Oui. une voix dans la partie américaine, voilà. Énormément de monde dans ce film. Film à sketch et qui reprend la BD justement sur cette utopie si on y oubliait la propriété, l'économie de marché, si on arrêtait de travailler à l'usine, de s'emmerder comme ça, si on faisait ce qu'on voulait un peu, si on faisait un pas de côté, n'est-ce pas? si on allait vivre à poil, Oui. si nous jetions la clé. C'était quand même amusant de le voir maintenant, Ah ouais. en ce Exactement, moment. c'est remarqué. J'ai tout de Oui. suite pensé à ça. C'était très Ça frappant peut de pas voir ça être une aujourd'hui coïncidence. alors que Très tout actuel. Ça s'arrête. peut pas être Oui. une coïncidence par rapport à la sélection du mois parce que c'est un peu voilà ce qui circule en ce moment. C'est il y a le monde d'avant, le monde de demain. Ah, c'est- Voilà, je sais pas ce que ça va donner, mais il y a cette idée là avec je trouve beaucoup plus de tu parlais d'utopie joyeuse, mais c'est ça. Enfin, c'est très positif. C'est du contestataire, mais positif par rapport à ce qu'on peut avoir aujourd'hui, en fait. Donc, et je trouve que ça fait. Enfin, moi, ça m'a fait du bien de voir ce film. J'ai passé un bon moment. Et après, je trouve que ça ramène un peu à la réalité parce que il date quand même il a 50 ans ce film et on se dit ah ouais mais en fait il y a 50 ans on avait déjà ce genre d'envie. Et puis on n'a pas réussi, quoi. Donc voilà, il y a quand même à la fin, je me suis dit ah mais c'est dommage, quoi. Oui, quelques dommage. mentalités ont chargé depuis les années 68-73. Hein, notamment, ça fait marrer de voir dans cette utopie comme ça qui a bali l'économie de marché, tout ça. C'est marrant de voir Christian Clavier, surtout quand on sait les rôles qu'il joue maintenant. Je ne vois pas Les du tout à temps quoi tu fais changent. allusion. Si tu as par là, il y a Philippe Stark aussi. Hein. Il y a Philippe Stark aussi. Ouais, et puis il y a tout, quoi. Il y a tous les clichés, enfin oui, tous les clichés de la société sur le capitalisme, l'écologie, je sais pas, l'amour libre, la fraternité, la liberté. Et il y a une forme d'anarchie, mais douce. Enfin, alors, tu l'as dit, hein, c'est un film à sketch, donc forcément c'est inégal, mais il y en a vraiment des très bons. Je trouve qu'il y a ouais, c'est drôle, c'est absurde, et il y a vraiment de très bons moments. Bon, après, en termes de cinéma, c'est volontairement minimaliste, et c'est peut-être plus un ovni à prendre en tant que tel. Mais ouais, il y a vraiment ouais, il y a une sorte de... Enfin, pour moi, je trouve que c'est une sorte de poésie. Enfin, rien que la première scène avec Depardieu, je trouve qu'il y a un côté un peu Ionesco, enfin,
un discours vraiment le dialogue absurde entre deux voyageurs qui prennent le train et qui se disent ça fait penser à Buffet froid vite fait. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Buffet froid. Mais c'est ça, mais oui. Deux mecs devant un train, carrément. qui attendent un train avec Gérard Depardieu dedans, je sais pas pourquoi. Ouais, j'avoue. Ouais. Oui, non, mais c'est la première scène, franchement, j'aurais pu passer les 1h24 à les écouter parler. Complètement. C'est ça. Moi, j'aurais eu envie de ça. J'aurais eu envie qu'elle dure plus longtemps, celle-là. Après, il y en avait d'autres, hein. Le magasin musée, je le trouve chouette. Le pas de côté, j'ai trouvé ça tellement poétique, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça chouette. C'est fort comme symbole. Mais oui, mais c'est ça. Et c'est les trucs auxquels on se dit, ça paraît simple, en fait, de se dire, bah ouais, on va juste pas faire, Mais exactement ce qu'on nous c'est une demande, action. quoi. Mais en fait, en vrai, c'est une action qui est supportée par une phrase qui est revenue, je crois, 2 ou 3 fois. C'est qu'on va commencer à avoir des idées qu'on n'a jamais eues. En fait, c'est qu'on ça. n'a jamais pris le temps d'y penser. Et puis maintenant, vu qu'on a tout le temps qu'on veut, on va se mettre à penser à des choses Oui. qui nous ont jamais traversé l'esprit auparavant, quoi. Bah c'est en ça qu'il y a cet écho à ce qu'on vient de vivre et ce qu'on vit là, de se dire ok, bah en fait on est à l'arrêt. Et puis à un moment d'ailleurs ils disent bon, on arrête tout, et puis alors je sais plus la phrase exacte, mais en gros c'est et on va regarder après ce qui nous est absolument indispensable. C'est un peu le discours qu'on voit aujourd'hui, quoi. Et donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant. Et il y avait justement, je pensais au magasin musée, à un moment les deux nanas elles parlent d'un four. Et puis elle dit si on avait continué le progrès, là il y aurait des boutons, il y aurait un écran. Et l'autre lui dit ça aurait fait quoi, et elle lui répond ça aurait donné envie de l'acheter. Et en fait c'est ça, enfin c'est vraiment la société de consommation. On n'a pas besoin d'un four, on a juste besoin qu'il cuise. Et finalement, mais juste on rajoute des choses. Puis bon, on en a envie, quoi. Et voilà, mais c'est ça, mais il y a un des personnages qui dit, on a les frigos, on a les machines à laver, on sait déjà ce que c'est bon, on n'a plus besoin, bon, après, ça fait un petit peu mal au progrès en tant que tel, parce que voilà, il y a toujours des choses qui pourraient être améliorées. Oui, bien sûr. Mais dans cette perspective-là, c'est que oui, on est arrivé à un stade où on arrive à vivre confortablement, et on arrive à vivre suffisamment longtemps pour en profiter, mais on est totalement en fait embrigadé dans ce quotidien, dans cette roue, enfin un petit peu comme un hamster qui tourne dans sa roue toute la journée, et finalement on profite pas de tout ce qui nous est offert, quoi. J'ai un iPhone, hein. J'adore cette société, j'adore cette société en fait. Non, mais il y a un côté naïf. Encore une fois, ouais, ça fait du bien. Comme je trouve cette période, même si elle est sombre avec ce virus, je trouve que c'est une période qui fait du bien quand même. Voilà. Bon, je sais, c'est pas le débat, mais voilà. Allez, celui que j'ai oublié tout à l'heure, je ne l'oublierai pas cette fois-ci, Ellie. Oui, moi j'ai trouvé ça assez amusant, mais un peu inégal quand même. Enfin, il y a beaucoup de très 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 belles idées. C'est la première scène avec Depardieu est vraiment top. Enfin, je me suis dit si le film continuait comme ça, mais comme vous avez dit, ça aurait été merveilleux. Après, le magasin musée, enfin toutes ces petites blagues, le coup de planter ses légumes sur le trottoir. C'est genre de trucs un peu débiles, mais qui marchent très bien. Enfin, c'est vrai que c'est à la fois mignon et ça en dit long, tous les propos sur l'écologie. Après, ouais, comme je disais, c'est un peu inégal. Je trouve que les blagues sont plus ou moins réussies. Du coup, ça varie grandement entre chaque mini segment qui s'enchaîne. Après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la démarche visuelle. Du coup, c'est qu'en plus, ils ont fait appel à Alain Resnais pour la scène à New York et Jean Rouge pour la scène en Afrique. Donc, il y a un peu cette espèce d'aspect. C'est pas un documentaire, mais on a presque une sorte de prémisse de ça, j'ai l'impression. Parce que il y a un côté vraiment presque. Jean Rouge, par exemple, celui qui a créé le cinéma vérité. Et tout son segment en Afrique, on dirait vraiment ça. C'est quelqu'un qui va parler à des gens qu'il croise, il leur demande ce qui se passe, etc. Il les filme simplement. Et je trouve ça assez beau et intéressant comme démarche pour évoquer une potentielle révolution, en fait. Essayer de donner un certain côté réaliste à tout ce qui se passe, alors qu'on a conscience que ça a aucun sens, en fait. Enfin, nous on le sait en plus, parce que on est dans le futur par rapport au film, mais ça n'a jamais existé. On a tout arrêté. On a tout arrêté pendant 2 mois, je te signale. Oui. Non, mais je veux dire, par rapport à l'époque, en 70, on sait bien qu'il n'y a jamais eu ça, quoi. Et eux, même à l'époque, quand ils ont vu le film, ils ont dû voir ça. C'était plus rigolo que ça va vraiment arriver.
Sauf que le côté documentaire un petit peu en parallèle donne vraiment ce côté un peu ovni qui a pu être mentionné, et je trouve que c'est ce qui donne un peu le charme au film, même si ça un peu ça patine un petit peu à certains endroits, on va dire, quoi. Quentin ? Oui, ce qui est, je trouve intéressant en ce film en fait, c'est que je trouve aussi que donc la démarche qui est un peu d'imaginer une sorte d'utopie ou de grand lâcher prise général, il l'applique aussi d'un point de vue cinématographique, c'est-à-dire que le film en lui-même, il n'y a pas de réel fil conducteur, hormis bien sûr cette histoire de Hans 01. C'est on passe d'une scène à une autre comme ça, c'est comme un peu un film de potes en fait, on tourne des petites scènes à droite à gauche, on les met les unes après les autres, on voit comment ça marche. Donc c'est comment dire, c'est un film qui comme ses personnages en fait se libère des contraintes du monde qui existe pour explorer un peu l'inconnu et sortir aller un peu expérimenter, imaginer sans trop se soucier forcément des règles et des qu'en dira-t-on. Ensuite en termes d'appréciation personnelle, je rejoins un peu Ellie, c'est-à-dire que on passe un bon moment, hein. C'est amusant, c'est intéressant, il y a des scènes qui sont vraiment sympas, mais après oui, au niveau de ma sensibilité personnelle, c'était pas forcément un gros coup de cœur, mais il est certain que ouais, c'est un film qui a pas forcément plus la prétention d'être un grand film, et de toute façon je pense qu'il s'en fiche, et de toute façon il réussit là où il veut réussir en fait, c'est que il nous fait passer un beau moment avec des gens qui comment dire, oublient toutes les contraintes et qui lâchent prise. Donc à ce niveau-là, oui, c'est une petite curiosité sympathique, voilà, un peu comme un film de potes, mais en bien, hein, et qui vaut le petit coup d'œil quand même. Alors je sais pas, j'ai lu dans les anecdotes du film aussi que c'était un film qui était sorti en exclusivité dans une salle du quartier latin. Je sais pas si vous avez lu la même chose. Ah, ok, non, j'avais pas lu, non. Il est passé dans une salle du quartier latin qui a accueilli 120 000 spectateurs pour ce film pendant 18 semaines. D'accord. Oh. Mais du coup, c'est marrant parce que je vais apporter la petite nuance. Je vous ai tous laissé sans vous couper. J'aurais peut-être dû parce que pour apporter un petit peu d'énervement là-dedans. Moi, j'ai pas passé du tout un bon moment devant ce film en fait. Et ça m'énerve parce que j'en aime tous les éléments. Mais c'est juste que la forme m'a absolument pas convenu, a pas du tout réussi à m'embarquer. Et pris à part, je suis très content. En plus, moi, vraiment, alors même si je suis trop jeune pour avoir connu cette époque-là, je viens quand même de l'école Harakiri. J'ai grandi avec ça. J'ai été, justement, c'était une énorme rébellion contre tout ce qu'il y avait autour de chez moi. Je vais pas dire ce que lisaient mes grands-parents, mais j'ai pas grandi dans un univers très gaucho et je l'ai été très tôt. Mais du coup voilà, l'école Harakiri, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc moi oui, quand je regarde un film et que de toute façon tout à coup je vois Cabu, Cabana, Choron, je chiale quoi, c'est tout, parce que c'est mes héros, je suis content de les voir, et ça fait du bien de voir ces mecs qui allaient au-delà de toutes les conventions, qui gueulaient surtout. Et en fait là j'ai trouvé que le film gueulait pas assez. Alors Est-ce c'est qu'il pas se le gueulait en fait. C'est pour ça, c'est moi, parce que je m'attendais en fait au début, quand j'ai vu ça, j'ai vu la scène avec Depardieu, je trouvais ça sympa. Puis quand j'ai vu dans quoi ça allait, je me suis dit il va y avoir une explosion, il va y avoir un truc. Et du coup, j'ai été un peu frustré. Donc je sais que c'est mon rapport avec ça. Au final, c'est pas, je pense que le film est très bon dans ce qu'il propose, au contraire, mais j'avais peut-être besoin de quelque chose de plus revanchard, de plus énervé. Ça m'a donné envie de mater Le Grand Soir. Ça m'a même donné envie de mater Merci Patron, qui est plus ordonné, où au final je comprends mieux le message. Et là, ouais, du coup, le film m'a laissé totalement de côté. Ça m'énervait parce que des fois, je relevais un peu la tête. Je me disais, putain, il y a Coluche, c'est cool. Et je regarde et je suis, ouais, putain, mais je m'en fous, quoi. Et c'est ça m'a laissé indifférent, alors que vraiment pris à part, quand je réfléchis à chaque scène, je trouve ça brillant dans ce que ça veut amener. Et c'est dommage, parce que le ressenti était pas là pendant la projection, quoi. C'est ce que les autres, en fait, ce que tu reproches, c'est un peu ce que les auteurs avaient déclaré de base à la sortie du film, en disant que c'était censé être doux et pas choquant du tout, et qu'ils étaient sérieux. Oui. Et qu'ils ont fait un film sérieux, en fait, par rapport à des choses qu'ils aiment eux, ils sont pas partis en couille comme on aurait pu attendre qu'ils. Non, bien sûr, mais en fait, quoi. j'ai eu l'impression que ça me faisait l'annonce contraire. Donc, du coup, moi, je m'attendais à une explosion, en fait. Et je pense que si ça m'avait pas été, vendu, au final, ils me l'ont pas vendu comme ça, mais c'est une impression que j'ai eue au début en me disant, ah oui, d'accord, ça va être un crescendo. Et en fait, ouais, au moment où j'ai réalisé ce que ça allait être, finalement, j'étais peut-être déjà plus dedans, en fait. Je pense que c'est surtout ça qui joue, quoi. Donc, un film vendu sur l'abandon de l'économie de marché, c'est pas mal. Mais à mon avis, ils ont pas sombré dans ce truc que tu pouvais attendre, parce que, à mon avis, ceux-ci, ça aurait peut-être desservi leurs propos de dire c'est possible indirectement. Parce que même si le film le montre une utopie, ça sous-entend quand même que c'est pas si compliqué que ça et on peut le faire sans trop, surtout que là, les mecs veulent montrer quelque chose qui arrive par la douceur et pas par la révolution, bien sûr.
au fur et à mesure du film, en fait, je me posais des questions d'ordre pratique en me disant, par exemple, voilà, ils continuent à produire des journaux, ça veut dire qu'il faut continuer à produire du papier, ça veut dire qu'il faut couper des arbres, par exemple. Ils ont besoin d'électricité, ça veut dire qu'il faut faire tourner les centrales. Il faut des raffineries, il faut aller puiser le pétrole, etc. Et puis il y a une scène qui arrive et qui fait, voilà, on va arrêter la production de pâtes, on en a suffisamment pour 2 mois. Donc voilà, donc ils produisent, puis ils s'arrêtent, puis dès qu'ils en ont besoin, ils reproduisent, etc. Et ce qui fait que finalement, malgré l'aspect un petit peu absurde, surréaliste, voire utopiste du film, il y a quand même des réponses apportées. C'est pas on balance un propos et puis débrouillez-vous avec, inventez la fin vous-même, quoi. Et je trouve que ça ça donne du poids au propos. C'est même par exemple quand il mentionne à un petit moment il y a un général ou une personne du pouvoir qui essaye d'endiguer ce mouvement-là, et en fait on se rend compte que le gouvernement est complètement pris à revers par le comportement des gens, parce qu'ils savent pas comment réagir face à des gens qui se révoltent mais qui gueulent pas, quoi. Vous voyez, ils sont complètement désemparés vis-à-vis de ça. Mais il y a aussi quand même, c'est post-68, qui a été une période hyper violente. Je pense que c'est aussi une réponse à ça. Enfin, une réponse. Peut-être pas une réponse, mais un contre-pied, en fait, de dire, bon, et si on essaie autrement? Enfin, je sais pas. Oui, voilà, exactement, oui. Ça se ressent. Hein. Le 68 est très présent à l'esprit quand on voit ce film. Il y a juste une chose qui m'a dérangée, par contre, c'est le traitement qui a été réservé aux prisonniers. Alors, pour le coup, à un moment donné, en fait, il déclare que la propriété privée n'existe plus, ce qui fait qu'en fait, il libère les voleurs. Voilà, c'est-à-dire que voilà, l'acte de vol n'est plus répréhensible, sauf qu'il laisse sortir aussi les meurtriers, les assassins, etc. Et à un moment donné, il y a une scène où on a un fac-similé de procès d'un gars qui a étranglé sa femme, et puis c'est pris très à la légère. Là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal vis-à-vis de ça. Oui, alors faut replacer. C'est vrai que le rapport aux femmes est pas le même en 73 qu'aujourd'hui. C'est même pas le rapport à la femme en tant que tel. À un moment, il y a un mec qui parle, il y avait un couple qui s'engueule, et il y a un mec qui leur parle sur le banc, il met une grosse patasse sur le genou de la fille, ça choque absolument personne. Mais ouais, bon. mais moi aussi, j'ai bloqué aussi. Ah, je l'ai bien regardé, cette main. Mais non, c'est pas vis-à-vis de la femme en tant que telle, parce que vu l'époque, franchement le traitement ne m'a pas plus choqué que ça. C'est vis-à-vis des criminels, enfin des crimes lourds, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils ont commis des choses qui ont fait du mal à d'autres humains. La moindre des choses, ça serait qu'ils payent pour ça, quoi. Et du coup, là, on libère tout le monde, allez, tout le monde dehors. Là, c'est la débandade. Là, pour le coup, ça m'a un petit peu, ça m'a dérangé. Mais sinon, ça montre quand même aussi, enfin, après, c'est vrai que oui, voilà, c'est l'utopie, et puis, et je pense aussi, après, j'en sais rien, je l'ai découvert là, le film, donc j'ai pas une grosse analyse dessus, mais je me dis, peut-être, ils se disent, ils veulent aussi montrer que, non, en fait, ça pourrait quand même pas vraiment marcher. Enfin, qu'il y aura forcément des choses à régler. Même, on voit la petite scène avec le collectionneur de billets qui est très drôle. Mais c'est super drôle, en fait. Les mecs, ils se font dépouiller de leur argent. Mais on se dit bien que le mec, il a pas des bonnes intentions. Enfin, donc, en gros, il y aura toujours des choses qui vont mal se passer, en fait. Après, pour ce qui est de la libération de prison, alors, je sais pas du tout s'ils l'ont pensé comme tel, mais ça peut être aussi une interprétation qui après convient ou convient pas. Mais tu peux aussi partir du principe qu'à partir du moment où t'as le retrait de toute société extrêmement ordonnée, t'as aussi le retrait d'une pression énorme, et qu'on peut considérer du coup que aussi les gens qui ont commis des exactions fortes sont soumis à cette pression-là, et que sans pression, alors, je vais pas dire qu'il y a plus de criminalité, mais sans pression, plus de pulsions qui peuvent aussi conduire à des choses très graves. Peut-être que c'était aussi une façon de montrer ça. Ouais, et c'est drôle parce que ça ferait une belle transition pour Scum. Eh ben ça tombe bien parce qu'on parle de Scum, voilà. Là ils ouvrent les prisons, là on va refermer bien et on va resserrer les barreaux. Oui, là j'étais en mode demi-première. Liam n'a pas parlé. Tout le monde n'a parlé encore. Alors Liam, dis-moi. Oui. Non, mais toi, toi t'es pour le popcorn sucré, toi. Non, donc c'est bon, tu parles pas. mais directement, on essaye de me faire taire.
Mais quelle Ça et après juge, mais ça juge ici. non, Vas-y, mais moi, vas-y, je t'en prie. moi, je pars en révolte politique. Hein. Euh, mais je rejoins beaucoup des points qui ont été cités, notamment la mention à Jean Rouch, parce que le film m'a beaucoup rappelé la spontanéité de Paris vu par, qui se rapporte un peu au Kino Cabaret qu'il y a actuellement. Je sais pas si vous voyez les séances. On a 7 jours pour créer une équipe, pour tourner un court-métrage, vraiment dans l'improvisation le plus totale, dans une forme de spontanéité qui, pour moi, est le mot qui convient le mieux au film. C'est de la spontanéité pure, on sent que que il y a un fil rouge, mais qui dévie beaucoup, pour le coup, que on part un petit peu dans tout, et qu'il a ces moments de poésie et ces moments de faiblesse. J'ai bien aimé cette idée de l'énergie sexuelle, de l'énergie de l'amour qui peut produire autre chose. Je trouve ce genre d'idée tellement simple mais tellement bien amené. Et effectivement, il y a des moments qui font plus potache, presque foutraque, mais je trouve que le tout tient bien le coup. Après, effectivement, j'ai eu certaines réticences également pour la prison, même si je rejoins très bien le point de vue de Thierry pour le coup. Mais je trouve que c'est un film qui est il est utopique, mais il est pas percé par son utopisme. Il essaie effectivement d'apporter quelques réflexions, mais qui sont des réflexions vite amenées comme ça, et qui en même temps fonctionnent bien dans cette idée d'un monde qui pourrait se retrouver vers autre chose, où on pourrait vraiment s'accorder du temps pour soi, pour le bonheur, pour ce qu'on veut vraiment faire. Et avec, encore une fois, je vais réutiliser ça à chaque fois, cette démultiplication des regards avec cet aspect choral, ces acteurs qui soit se reconnaîtront ou qui seront reconnus. Et je sais pas, j'ai trouvé ça très très touchant, même si effectivement par la forme c'est imparfait par moment, par certains de ces sketchs entre guillemets, mais j'ai été très touché par le film. C'est intéressant ce que tu dis sur la spontanéité, puisque ça me rappelle... En gros, j'ai regardé Out 1 le week-end dernier, le film de 12 heures de Rivette, là. Mais non. Et, si. Tu as fait ça? Waouh! Et, Tu as mon respect. Vrai cinéphile. Non, mais et c'est bon, c'est Ah ouais. c'est extraordinaire. Et en fait, c'est un peu, il y a aussi ce rapport. C'est un film qui date de 71, tourné en 70, donc 2 ans après mai 68, et qui aussi se rapporte à ça. Et un peu comme ce que tu dis sur la spontanéité, ce côté improvisation avec juste un fil rouge, bah c'est exactement la même chose. Il y a un fil rouge avec que de l'improvisation. Genre, il y a aucun vrai dialogue dans le film de Rivette. C'est tout le monde fait ce qu'il veut et on tourne. Sauf que lui, pour le coup, il a pris le parti pris opposé. C'est plus un film, une sorte d'errance un peu mélancolique sur les paumés post-68. Donc j'aime bien, on sent vraiment qu'il y avait deux courants dans la foulée de 68, en fait, avec ceux qui ont essayé d'avoir un vent un peu plus optimiste, comme Doyon, GB, tout ça, qui ont un peu cette espèce d'humour-là, alors qu'à côté, il y a des gars peut-être plus terre à terre, si on veut, comme Rivette, et qui disent que en fait la vie elle pue parce que 68 ça a pas marché et que maintenant on est juste là à se retrouver dans un quotidien gris et que rien ne change vraiment. Donc je suis assez d'accord sur ce que t'as développé là, sur ce rapport au maintenant, en fait, à l'instant capturé, qui est très très beau et poétique en effet. En fait, j'ai lu que pour la préparation de ce film, donc on le disait, hein, c'est une adaptation d'une BD, enfin de planches de BD. Et enfin, de ce que j'ai compris, ils ont fait appel en fait à tous ceux qui le souhaitaient pour apporter leur édifice au film. Ouais, le courrier des lecteurs, et donc voilà, et quand ils ont tourné, et c'est pour ça aussi que ça peut paraître inégal, spontané et tout ce qu'on veut, et qu'il y a un mélange en fait d'acteurs, de pros, et des gens qui juste avaient envie de figurer dans le film parce qu'ils avaient apporté une idée, ou des troupes de théâtre amateurs. Donc ils ont voyagé un peu partout en France pour aller choper des scènes comme ça prises. Donc c'est ça aussi, je pense, qui fait un objet un peu particulier, quoi, et sans vrai fil rouge. Surtout qu'en comparaison des deux autres titres sélectionnés, on est vraiment moins dans une forme de maîtrise narrative ou visuelle, et ça permet de faire exploser le tout. Alors, certes, l'explosion peut être négative, peut être destructrice, mais en même temps, elle dégage une vie, et je crois que c'est... Je vais pas dire je crois, c'est ce que je pense, peut-être pas ce que le film dit, mais d'une certaine vie par le cinéma, d'une certaine... comme tu disais, Ellie, par rapport... précédemment, mais effectivement, c'est quelque chose qui fait du film un objet vivant à part entière, et qui en est fascinant justement par sa vie, par ce qu'il dégage. Que c'est vraiment on filme. Il y a certains plans qui ont besoin d'être recadrés ou autres, on sent dans certains mouvements de zoom et des zooms, mais en même temps, c'est quelque chose qui vit
Et c'est ce qui est l'essentiel. C'est un vrai témoignage d'époque. C'était le mot pour finir. C'est pour moi. Thomas s'était barré, hein. C'était pour moi. Drop the mic. C'était notre avis sur L'An 01 de Jacques Doyon, Alain René et Jean Rouch, un film recommandé par Cédric Lapiche sur la Cinétech. C'est pas très étonnant en fait, parce que quand tu vois le cinéma de Clapiche qui chope comme ça des moments de quartier, il y a pas mal de ces films, enfin surtout dans ses premiers films, je trouve des petits moments qui peuvent sembler très anecdotiques. Enfin, je pense à Chacun cherche son chat, mais c'est des scènes comme ça où tu te dis mais qu'est-ce que ça fait là, et c'est juste des petits dialogues et je trouve que c'est vrai que j'avais oublié cette info, mais je trouve que c'est pas très étonnant que ce soit un film qui ait pu l'inspirer. Puis n'empêche qu'heureusement qu'ils ont trouvé les bons droits pour le film. Hein. T'imagines, ils se seraient trompés, ils auraient mis le truc en ligne sans faire gaffe, on se serait retrouvé devant L'An 1 avec Jack Black. Ah, il y a eu ça? Je ne connaissais même pas l'existence de Des ce débuts film. difficiles. Des débuts difficiles, ouais. Un film difficile. On ouvrait les prisons, maintenant il est temps de les refermer. In here is a system. Colin. Between us and the screws. I'm a survivor. I get by. A lot of the others don't. They're just treated like scum. But us, we're gonna fight back. Oh, you fucking bastard! In here, survival rules. Okay. Scum d'Alan Clarke, film britannique de 1979, 1h32, recommandé par Bertrand Bonello, Kleber Bendo Safio et Lynn Ramsey. On va suivre 3 délinquants juvéniles dans une maison de redressement à la fin des années 70. Attention, alors c'est interdit au moins de 12, sans blague. Ça pourrait être plus. C'est un peu choquant. Ça pourrait être plus, hein. Ça pourrait être plus. Ouais, 12 c'est pas assez. Ouais, il y a une scène avec un végétarien qui mange une saucisse à la cantine. C'est pas la scène qui m'a plus choqué. C'est vrai que c'est assez choquant. Ah non. Et pourtant, je suis végétarien, c'est pas ça. Par contre, ouais, attention au jardinage. Ouais. Ça bastonne, il y a des insultes, les propos racistes, évidemment, on ne les compte plus. Oui. Et puis, une scène sous la serre, Non, affreux. Je sais pas si tu te rappelles, Thomas, il y a quelques temps, on était allé voir, alors un très mauvais film, on avait fait un épisode, je sais pas si on avait gardé cet épisode d'ailleurs. On était allé voir, seulement. On était allé voir The King of Thieves. En français, c'était Gentleman Cambrioleur, je crois. Ouh là là, oui. C'était pas bien. Et le seul truc que j'avais dit, oui. Alors je sais pas si je l'avais dit quand on avait enregistré, mais en tout cas, moi, le seul truc que j'avais retenu de ce film, que j'avais dit, c'est pas si mal, c'était Ray Winston. Et j'avais dit, putain, Ray Winston, il a quand même une espèce de rage, même quand il est dans un film de merde. Le gars, tu sens qu'il est torturé, le gars. Et ben, quand je vois ça, vu que c'est le personnage principal, bordel, je comprends, quoi. Tu t'es malmené toute ta vie quand t'as joué là-dedans. Alors, Ray Winston joue Carlin ou Carline. Mais Carline, hein. Carline. Oh, Carlin, moi j'aime bien. Ouais, non, il va pas jouer non plus un mini bulldog, hein, je veux dire. Ah, il y a un personnage qui s'appelle Pongo, j'ai vu. Donc moi j'ai pensé au Dalmatien pendant le film aussi. Comment t'as pu penser au Dalmatien pendant ce film? Il y a un mec qui s'appelle Pongo. Oui, d'accord. C'est juste après une scène hardcore. Oh, bah, Pongo! Oui, pour adoucir un peu le truc. Qui joue une forte tête, qui est là parce qu'il a agressé un maton dans une autre maison de redressement et qui va prendre le pouvoir parmi les délinquants et sous l'œil bienveillant des surveillants qui vont laisser faire et qui vont tourner la tête dès qu'il y a des règlements de compte et autres violences. On a aussi Mike Ford qui joue Archer, un intello, le végétarien justement qui refuse de porter des chaussures en cuir. Le mec est en maison de correction parce qu'il a juste déclaré être le Christ dans la rue. Hein. Il avait pas détourné du pognon aussi? Oui, il a fait des choses plus graves que ça, oui. Bah, c'est quand même la raison pour laquelle, par contre, on demande à ce que, le côté bigot du directeur de la maison de redressement fait quand même que c'est pour ça qu'ils accentuent sa sentence. Oui, parce dès qu'il peut, il joue la provoque. Et il a bien raison. Oui, enfin, ça dépend. En maison de correction, je sais pas si c'est l'endroit où il faut jouer la provoque. On va en débattre. Ben justement, nos repris de justice, le dangereux criminel qui aime le popcorn sucré mais pas le salé. Liam, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Eh bien, alors, il faut savoir que je ne passais pas déjà personnellement une super journée. Et puis j'ai regardé Scum et je me suis senti de meilleure humeur encore, étant donné c'est quand même un film qui est cru, qui est violent, qui est une sécheresse forte. Ça m'a fait penser à Hunger de McQueen. Exactement, oui, tellement. Oui, carrément. Avec cette, ça a cette même
ce même questionnement sur l'enfermement, sur une violence qui est institutionnalisée, j'ai réussi à le dire, super, et qui en même temps se joue aussi bien pour les prisonniers que pour ceux qui emprisonnent. Et effectivement, ce film, clairement, c'est pas le genre de film à regarder au matin pour être de bonne humeur, dans la joie et l'allégresse, mais c'est un film qui est fort également dans sa manière de traiter cet enfermement subi face à des jeunes qui au final sont des jeunes. C'est une maison de redressement, c'est une violence qu'on ne sait pas comment. C'est une génération qu'on n'arrive pas à appréhender et dont la violence ne fait que les détruire encore plus en tant qu'individus, sans compter le fait de continuer, de perpétuer. On parlait de bigoterie, mais également le racisme, le traitement envers chacun, plus en tant qu'être humain, mais en tant que numéro. Et c'est une manière de déshumaniser les êtres pour au final juste les détruire encore plus et perpétuer encore et encore la violence dans un même cycle. Ce que corrobore à mon avis la fin, qui m'a fait taire pendant 5 minutes. Et pour me faire taire, il faut y arriver. Oui, c'était très brutal. C'est un film brutal. On parle de la scène de fin, j'imagine que tu parles de la scène sous la serre. Non, dans la chambre. Non. Enfin, je sais. Vas-y, Liam, dans la je chambre. te laisse. Ah, mais moi, je parlais même pas de ça. Moi, je parlais même de la scène. La toute fin. La fin. Oui. La Oui, fin, tous devant. le cut. Oui. Tous devant un directeur. Ou alors le gars, celui qui sonne. Oui, je pensais à ça, ouais. Mais ça engendre la scène suivante. Oui. Moi non, je pensais vraiment aussi à ce cut, juste cette fin qui te fait dire, voilà, ça s'est passé, ça va continuer, il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est un cycle, au revoir, passez une bonne journée, voilà. Alors, faut savoir quand même que 3 ans plus tard, 3 ans après le film, ils ont fermé ces maisons de correction qui existaient vraiment, les Borstals, et en fait qui avaient commencé, je crois, au début du siècle, et ils voulaient vraiment dénoncer ça. Donc il y a quand même eu un effet sur moi, alors pas que ce film, mais c'était un vrai problème, ces maisons de correction, parce qu'apparemment ce n'est pas exagéré, apparemment. Alors, par contre, je ne me suis pas renseigné sur le contexte historique, mais est-ce que ce n'était pas dans le Royaume-Uni de Thatcher? Exactement. Si, c'est ça. Bon, ça explique tout. Tu as ta réponse. Oui, alors après, c'était encore une fois, c'était au début du XXe siècle que ça a été créé, et c'était vraiment, mais comme vous disiez, c'est une maison de correction, mais plus comme une prison, quoi. Mais il y a vraiment une dénonciation du système, et où la violence et la cruauté est partout, et que ce soit au niveau de l'institution, mais comme au niveau évidemment des gamins. Et alors, ce qui est fou, je trouve, dans ce film, c'est que en fait, les délinquants, s'ils sont là, c'est qu'ils ont fait des choses horribles. D'ailleurs, il y a certains, on apprend. Effectivement, il y a un peu de tout, mais il y en a. Bon, voilà, ils ont tué quelqu'un. Enfin, et au final, je sais pas comment dire. J'ai eu l'impression que, finalement, on les jugeait pas pour ça. Enfin, et on est forcément de leur côté parce qu'ils deviennent à leur tour des victimes. Enfin, moi je trouve. Et du coup, ouais, on passe partout, le racisme, les viols, il y a la violence, les suicides. Enfin, franchement, on a droit à tout, quoi. Mais et en plus, je trouve que le fait que ce soit tourné de façon documentaire, limite, il y a pas de musique et c'est pesant, quoi. Et je trouve que je trouve super bien joué. Mais le film se refuse à tout effet misérabiliste justement par l'absence de musique, et c'est ce qui rend la force évocatrice encore plus forte. C'est pour ça qu'on est totalement pris au trip. Ouais, il y a pas une lueur d'espoir. Mais vraiment, je trouve ça dingue. En fait, alors par certains côtés, ça m'a fait aussi quand même penser à du Ken Loach, mais sans l'ironie que peut avoir Ken Loach dans plein de ses films. Mais on est vraiment dans le cinéma anglais, mais brut. Enfin moi, c'était une claque, quoi. Enfin rien que pour ça. Merci de m'avoir invité pour ce feel good movie. Non, c'était vrai. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais y penser à un moment, je pense. Mais justement, effectivement, tu me parlais de Ken Loach, mais il y a ce même questionnement sur une forme de déterminisme, je trouve, dans les deux, qui détruit chaque personne. Et c'est vrai que dans leur manière de traiter, c'est très intéressant de les comparer. Mais je préfère quand même laisser ma place à une autre personne par après. Alors, juste pour revenir sur Thatcher, vite fait, alors c'est un film de 79, et Thatcher est devenue première ministre, elle a commencé en 79. Ah.
Ouais, mais seulement ce film-là que nous voyons, ce n'est pas le premier film, puisque Alan Clark avait déjà fait une version pour la BBC qu'il a refusée, et donc il a retourné avec les mêmes acteurs pour le cinéma, et c'est cette version-là. Donc c'est une situation qui existait avant Thatcher. C'est vrai que le rapprochement qu'on peut faire avec Ken Loach, c'est aussi dans le côté, il offre rarement des solutions à ses personnages, l'ami Ken Loach. Il te place une situation, il te dit je vais t'expliquer en quoi elle est néfaste, mais il te dit pas forcément comment t'en sortir, puisque malheureusement il a pas la réponse, puisque la réponse c'est une réponse collective, et c'est en ça que c'est important aussi, c'est de montrer ça. Et le côté réponse collective, c'est pour ça Thomas, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que oui, c'est important de se révolter dans ce genre de maison, quitte à ce que tu morfles énormément, parce qu'à partir du moment où la révolte devient collective, et c'est ce qu'on voit, si ils vont dans la répression énorme et que tout le monde bouffe encore plus, il y a quand même une manière de se dire, la raison pour laquelle ils bouffent autant sur la fin, c'est parce que là, l'institution commence à avoir peur. Et ils se rendent compte que justement, cette espèce d'autorité et de pouvoir qu'ils ont sur ces jeunes, ça commence à s'étioler, parce que les mecs vont finir par se retourner, et quitte à crever en masse, ils vont prendre les armes et ils vont les égorger. Et ça finira par arriver. Et donc c'est pour ça qu'ils vont encore plus dans un côté dur, quoi. Donc on montre aussi un système qui marche par l'oppression, mais qui est fragile grâce à ça. Moi, ça m'a fait penser à du... Qui est fragile, mais qui vacille pas tant que ça, parce qu'à la fin, tout revient en ordre, quand même. Tout revient en ordre, mais jusqu'à la prochaine fois, et ça va crescendo. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Et à chaque fois, c'est quand même de plus en plus fort, parce que les mecs commencent à se dire que c'est pas normal, quoi. Et moi, ça m'a fait penser à du Samuel Fuller aussi, et un peu à un Punishment Park, dans cette manière de montrer un côté carcéral, mais totalement horrible, quoi. Je veux dire, mais ça, les Anglais sont très forts là-dessus. Liam, je crois que c'est toi qui as cité Hunger tout à l'heure, mais c'est exactement ça, quoi. Enfin, les Britanniques ont une manière de montrer la prison. C'est vrai que tu regardes t'as des films américains sur la prison qui sont très bien, mais qui seront jamais aussi hardcore, quoi. Tu prends Les Évadés, t'as l'impression qu'ils sont au Club Med, quoi. Quand on les fout au trou, le truc il est propre, il est lavé. On lavait pas ces trucs-là, on laissait la merde de la personne qui était avant. Et là, ça se voit, ça sent le sale, ça sent le crade, ça sent des mecs qui morphent quoi qu'il arrive, et qui de toute façon, même s'ils ont pas fait grand chose pour certains, pour d'autres aussi, ils méritent pas ça. C'est pas parce que t'as fait des exactions affreuses que tu dois être traité comme tel. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et t'as le personnage d'Archer à un moment qui le dit justement, qui explique que c'est le système punitif qui est dégueulasse. Et c'est ça que moi que j'apprécie beaucoup. Ça met aussi là du coup on dérive un peu sur nous aussi, mais nous aussi on a un système punitif qui est affreux. Et ces films-là sont importants parce que ça montre que c'est pas par la répression qu'on obtient de la réinsertion, quoi. Mais il y a une autre dimension un peu. Moi, je fais un peu de Et vous réagissez au 32-12. Ouais, je pense que c'est des points qui permettent aussi de mettre en évidence une autre dimension qui est traitée par le film. Parce que, en fait, comme on est dans un cycle révolte et révolution, ça dit toujours qu'il y a une révolte envers un pouvoir en place. Et ce pouvoir, il a une place très importante dans ce film-là. Parce qu'il y a un peu deux types de pouvoirs. Donc il y a le pouvoir des détenus, notamment c'est Banks, je crois, qui est un peu le Cade qui affronte Carlin, le personnage principal. Ça, il y a une rivalité pour savoir lequel a le pouvoir sur les autres, mais aussi le pouvoir incarné par donc les surveillants. Enfin, je trouve pas d'autres mots. Enfin, les matons, quoi. Enfin, les matons. Ouais, les matons. Ouais. Et eux qui donc sont là, qui appliquent une loi qui est à géométrie assez variable. En fait, on se rend compte que donc ils sont là pour faire régner l'ordre d'une certaine manière, mais qu'il faut un peu aussi payer le nombre, donc tous les détenus, pour des considérations individuelles. C'est-à-dire que il y a un échange qui est assez éloquent à ce sujet. Je crois que c'est celui que tu mentionnais, Thierry, tout à l'heure. C'est Archer à un moment qui a une discussion avec, je sais pas si c'est le directeur ou en tout cas un directeur du. Non, c'est pas avec le directeur, c'est avec le chef de la sécurité qui est un ancien tolard qui se retrouve là aussi et qui est victime aussi de ça indirectement. Donc il discute avec ça et il discute avec lui, pardon. Et on se rend compte que ce qui sort de cette discussion aussi, c'est que en fait, ces types-là, ils mènent la vie dure aux détenus aussi parce que eux, par exemple, des fois certains ne sont pas promus, restent à des échelons bas et quelque part cette frustration, cette non-récompense d'un système très hiérarchisé s'abat sur les plus faibles entre guillemets, ou en tout cas ici les détenus, et c'est quelque chose d'assez important si je trouve dans ce film. Ouais, on est d'accord. Oui, et puis il y a un système qui est déréglé également avec tu dis ça bat sur les plus faibles, mais à tous les niveaux, c'est-à-dire que les faibles se font punir pour des trucs parce qu'ils se font tabasser par les gangs et par les leaders qui eux ne s'en tirent toujours parce que personne ne moufte, et ils se font tabasser aussi par les surveillants parce que les surveillants leur tombent dessus parce que ils ont pas le groupe justement pour les couvrir et ils prennent sur la gueule doublement. Et quand ils se font choper et que les surveillants les voient, le surveillant soit il tourne la tête, il va fumer une clope quand il va y avoir un règlement de compte, ou quand le gamin se fait prendre par 3 autres dans la serre, il y en a qui matent. C'est dégueulasse, c'est révoltant, mais et qui va pas moufter et qui ensuite derrière va l'engueuler parce que le mec il est en train de pleurer par terre.
Oui, enfin ça c'est un système qui est complètement dépourvu de justice, alors que c'est justement cette dite justice qui les a envoyés là. C'est toute l'ironie de la situation. Ce que je trouve assez fou, c'est cette loi du silence aussi. C'est-à-dire qu'ils sont les uns contre les autres. Enfin, c'est vraiment, ils se déchirent entre eux, et en même temps, ils forment un bloc quand même. C'est-à-dire que personne va dénoncer qui que ce soit, et quand il le faut, voilà, ils ne font qu'un quand même. Et j'ai trouvé ça très fort aussi, d'avoir toutes ces individualités violentes et voilà, sauvages individuellement, mais qui au final ne font qu'un bloc hyper fort. La force du collectif contre l'autorité qui fait penser au Potemkin dont on a parlé. Mais il passe tout le film à se mettre dessus, mais justement c'est ça qui rend la scène de la cantine à la fin d'autant plus forte, parce que ça illustre ce que tu dis, c'est que tous se mettent dessus, cherchent à avoir le pouvoir, mais ne se dénoncent pas les uns les autres, et à la fin, quand il y a eu le geste de trop, tous se murent dans le silence et se lèvent ensemble. Et ça fait une opposition sociale, entre guillemets, plus nuancée que les adultes contre la jeunesse, mais en montrant, effectivement, comme tu dis, cette jeunesse se déchirer par ses individualités et réussir à former ce collectif qui peut amener peut-être du changement, un peu comme, comme effectivement dit le cuirassé Potemkin, ou tout simplement le monde entier dans l'an 01. Il y a ça, tu as parlé, ouais, je crois. Il y a ça, elle l'a pas vu surtout. Elle l'a pas vu, c'est pour ça. Je ne l'ai pas vu, non. Et je dois dire que, je dois dire que j'ai pas eu le temps de le voir. Et après avoir vu la bande-annonce, je n'ai pas voulu me créer du temps pour le voir. Donc voilà. Quentin Liam, vous avez parlé. Ellie, j'ai pas trop entendu, je crois. Ellie a parlé également. Non, je peux pas. Il se cache, hein. Tu peux sortir du mitard. Est-ce que t'es fâché? Non, en vrai, non, je suis pas fâché. C'est un film intéressant. J'aime beaucoup la mise en scène du film, en fait. Comme vous l'avez dit, qui est assez documentaire, et elle est surtout très inspirée. Enfin, il y a des plans séquences absolument dingues, je trouve, en caméra épaule, pour suivre ces espèces de déambulations dans la prison, où on suit tout ce qui peut se passer. Du coup, il y a vraiment ça capture vraiment des moments du réel comme ça, assez brutal, et c'est intéressant. Après, bon, moi, je trouve le film assez réussi. Juste, à part la scène de la serre qui m'a un petit peu remué, le reste me touche pas spécialement, mais c'est intéressant. Je trouve des fois ça va un peu trop loin. Enfin, le deuxième suicide, je trouve que le début du suicide est cool, en façon de parler. Oui. Mais il est bien mis en scène, oui. Enfin, je trouve ça fera sorte de son contexte. Je trouve le premier plan pour l'évoquer absolument magnifique, avec la couette, etc. Mais après, quand ça se met à hurler, etc., je trouve que ça en fait un peu trop, surtout qu'il y avait déjà eu le premier qui était très gueulard comme ça, et qui pour le coup je trouvais était plus logique, et que juste l'idée de la sonnette suffisait en fait en elle-même à donner l'ampleur de la scène. Mais des fois des petites lourdeurs comme ça, mais après le but du film est aussi d'éveiller des consciences, donc je le concède. Juste moi, ça dessert un peu mon implication émotionnelle, on va dire. Mais sinon, non, c'est un film très intéressant sur le système carcéral, et enfin, je pense que c'est important de le voir quand on connaît pas trop ce contexte-là, et pour justement avoir une certaine idée de ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer, et ce qui arrive encore sûrement dans beaucoup d'endroits aujourd'hui. Et voilà, si je regarde peut-être un petit peu, même si vous en avez parlé, la discussion avec Archer qui essaye un petit peu pas de justifier, mais d'humaniser un peu les matons. Je trouve que c'est dommage de pas aller un peu plus loin là-dessus. C'est un peu, ça aurait été peut-être un peu plus intéressant aussi d'explorer un peu plus les matons, même si c'est pas du coup c'est pas vraiment le but du film, mais ça faisait un petit peu, même si ça l'est pas totalement, il y avait un gros côté manichéen que je trouve un peu facile, mais c'est très intéressant et vraiment pas déplaisant. Un bon feel good. Ouais, c'est ça. Jouer la bonne humeur. Et puis on découvre des sports aussi, pour les amateurs de sport, on en parlait en début. Il y a une espèce de mélange entre le rugby et le basket, qui est très j'ai intéressant. Cru que c'était de la balle aux prisonniers et je suis pas certain. Non, c'est la balle avec des prisonniers, mais c'est tout, quoi. Et ce qui est assez fou, alors ça a été pas mal évoqué, c'est sur le rapport, enfin moi, il y a une scène qui m'a quand même particulièrement marqué, c'est la scène où il y a ce jeune homme qui reçoit une lettre et qui demande, enfin bon, il y a les mecs sont pas lettrés pour la plupart, ils demandent à ce qu'on leur lise, mais il y en a une, il y a 2 lettres qu'on leur relit, et il y en a une où il va voir, je crois que c'est l'infirmière, ou comme ça, il lui demande de lire la lettre, elle lui lit avec un mépris énorme, elle lui fait, ah ouais, machin est mort d'ailleurs, machin, elle lui lit la lettre, enfin, de toute façon, quand Candy. on voit le ton de la lettre, et les gens, voilà, Candy est morte, quand on lit le ton de la lettre, de toute manière, on lui écrit, ah, au fait, je sais pas si vous êtes au courant, ça vous intéresse peut-être pas, mais d'ailleurs, Candy est morte, on l'a enterré, et il fait, d'ailleurs, Candy, c'est quoi, c'est votre chat, même si c'était ton chat,
tu peux avoir un minimum de compassion quand tu lis la lettre. Et là, le mec, il est là, il fait, bah non, Candy, c'était ma femme. Et cette espèce de mépris, la nana n'en a rien à foutre. Et ça, ils ont un recul, ils sont totalement déshumanisés, en fait, quoi. Ouais. Et il y a un mépris et une infantilisation aussi. Cette manière de le suicide, oui, c'est un accident, ça arrivera encore. Oui, c'est pas un chat, c'est ta femme. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? Et effectivement, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment ramener ces jeunes à leur statut de jeunes et pas autre chose. Ce sont des jeunes délinquants et ne peuvent pas être autre chose que des jeunes délinquants parce que dans leur manière d'être traités, dans leur manière dont ils sont, il n'y a aucun moyen qu'ils n'échappent à être des jeunes délinquants. Et ils sont voués à être des scums pour le restant de leur vie. Mais en plus, plusieurs fois dans le film, c'est dit, on leur dit, mais vous savez, ce que vous vivez là, c'est pire à l'extérieur. Et t'as un moment qui est assez intéressant, c'est quand il t'explique justement le principe, et il l'explique tellement mieux que dans plein de trucs que j'ai vus, le principe de l'institutionnalisation. Où justement le mec leur dit, bah en gros la raison pour laquelle les mecs sont si contents d'être là et sont institutionnalisés, c'est tout simplement parce que de toute façon ils feraient la même chose à l'extérieur, et à l'extérieur ils ont la justice qui peut leur tomber dessus et qui va les foutre dans cet endroit-là. Ici, ils y restent, donc en soi, ils sont libres. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez fou comme explication, justement, bah, tu sais, quand t'as des mecs qui ont des peines de prison de 40 ans, et les mecs, ils sortent et ils font tout pour y retourner, parce que, bah, à l'extérieur, ils sont plus rien, ils pourront jamais se refaire, alors qu'à l'intérieur, ils ont un pouvoir énorme, quoi. Ah j'ai revu, il y a pas longtemps, Les Évadés. J'avais un peu oublié ce film, et il y a ça, il y a le vieux qui a passé, je sais pas, 50 ans dans la prison, et qui s'y retrouve pas, en fait, et qui finalement, se suicide parce que... il trouve pas sa place dehors, en fait. C'est ça. Mais ça, après, c'est une récurrence énorme, hein. Le nombre de personnes qui ont eu des peines longues qui récidivent juste pour retourner en prison, c'est le problème du système punitif, hein. Claque est une émission un peu bizarre puisque on prononce le verdict après la prison. On a vu 3 films, Le Cuirassé Potemkin, L'An 01 et Scum, sur cette plateforme, la Cinétech avec un K.com. Est-ce qu'on garde cette plateforme? Est-ce que vous restez abonné après l'offre d'essai? Commençons par les invités, Béa. Bah, je pense que oui, encore quelques temps, parce que en ayant vu le catalogue, là, j'ai envie de me laisser surprendre encore. Voilà. C'est simple, c'est bref, j'adore ces directs. Fallait que je Non, c'est super, c'est génial, c'est parfait. Quentin? Pour moi aussi, j'aime beaucoup ce format déjà de sélection mensuelle. Donc ça permet d'avoir 10 films à voir dans le mois et de faire des découvertes à chaque fois. Plein de cinéma de patrimoine, donc c'est ça que j'aime aussi. Et comme dit Béa, un catalogue assez impressionnant. Donc je pense qu'il y a encore de belles heures à passer sur cette plateforme. Ouais. Liam? Alors moi je vais pas continuer mon abonnement, ça tombe bien, il n'a jamais existé. T'es belge tant que t'as pas d'abonnement, donc c'est clair, pardon. Mais je trouve... Mais est-ce que tu vas déménager en France pour t'abonner du coup? Peut-être. Non, mais plus sérieusement, je trouve également l'idée intéressante, et pour le coup, s'il y avait moyen d'avoir accès en Belgique, eh bien je le ferais sans doute. Que je trouve l'idée intéressante et que la sélection est très bonne et permet de faire de belles découvertes. Sinon, faudrait que tu connaisses des gens qui ont des codes. Un VPN. L'équipe aussi. Allez, Ellie, cette fois-ci, je ne t'oublie pas. Non, mais oui, moi je pense que je vais continuer, du moins essayer de regarder plusieurs peut-être tous, si j'ai le temps, tous les films de la sélection en question. En plus, il y a du Renoir et du Romer, alors là, moi je suis aux anges, hein, faut le savoir. Et non, mais sinon, oui, je pense que le côté, comme disait Quentin, 10 films dans le mois à regarder avec une thématique précise et pas mal, de l'éclectisme en fait, parce qu'il y a quand même un peu de tout là, mine de rien, même s'il y a beaucoup de films français, mais ça essaie de brasser un peu toutes les périodes, toutes les nations, tous les coins de cinéma. Bah, c'est intéressant et c'est bien pour s'ouvrir un petit peu à des cinémas qu'on n'aurait pas l'habitude de regarder habituellement. Il y a ça. Moi, je vais y rester, je pense, au moins pour ce mois-ci déjà, parce que les films qui sont sur la plateforme, eh ben, ils m'intéressent vachement. Voilà. J'ai envie de continuer à explorer. Alors, attention, l'abonnement, ça ne vaut que pour les 10 films de la sélection. Après, il faut louer au film, en dehors de la liste. Oui. Hein. Mais ils sont pas chers. Hein. Oui. Non, voilà, c'est pas la location la plus abusée qu'on ait vue sur le marché. Oui, voilà. Ouais, franchement, ça va. C'est 2 €, 3 €. Non, mais c'est... voilà, il y a... Comme tu dis, il y a ça, rien que la sélection du mois, elle est intéressante à voir, quoi. Ouais, absolument. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour une fois, j'ai vraiment envie de rester.
Thierry? Alors moi pour le coup, j'y suis déjà plus, enfin même s'il me reste encore le mois à écouler, mais attention, j'apporte une nuance, c'est que je vais y revenir régulièrement, et pour la simple et bonne raison que bah justement il y a le système de VOD qui n'est pas présent sur toutes les plateformes, et là ça fait plaisir de me dire que je suis pas obligé d'avoir un abonnement qui me donne accès à tout ça, mais que je peux piocher les films comme je le veux quand j'ai envie d'avoir un, et même moi ça me convient limite plus de les rémunérer au film en fait et de leur donner des sous qui seront moins réguliers mais qui au final si on cumule seront peut-être un petit peu plus importants et pour à chaque fois une sélection que je me serais fait quand j'aurais envie. Donc j'ai regardé un peu le catalogue, il y a plein de choses que j'ai vues mais aussi tellement de choses qui me tentent, donc je pense qu'à un moment j'y reviendrai et je paierai les films au compte-gouttes. Voilà. Moi je vais rester encore un peu aussi, ne serait-ce que pour voir Membas sur la ville qui est dans la sélection du mois, que j'avais très envie de voir et que j'ai pas eu le temps là. Voilà, je dis Membas sur la ville de Francesco Rossi, voilà, de 1963. C'est très bien. Ce n'est pas une reco puisque je ne l'ai pas vu encore et qu'il est sur ma liste que je vais voir juste après l'émission. En parlant des recos, d'ailleurs, bon, visiblement, c'est un carton plein pour la Cinétech, je pense que c'est un coup de cœur. Oui. Bon, à part le lecteur qui est peut-être pas le meilleur lecteur que j'ai jamais vu, mais il est cool, le lecteur, ça va. D'ailleurs, ils sont en train de refaire le site normalement et ça va arriver courant juin. Il y a une grosse refonte du site, donc ça risque d'être encore mieux, alors que c'est déjà pas mal. Moi, je trouvais que ça allait, Moi, je trouve ça sympa déjà. Et il y a peut-être une application mobile, je crois, en développement. Mais... C'est surtout que j'ai été interrompu pendant que j'ai vu Scum, le dernier film. Donc j'ai été interrompu plusieurs fois et donc la fenêtre s'est fermée, j'ai voulu revenir et du coup j'étais obligé de... C'est la mauvaise habitude d'être sur les Netflix et compagnie, tu sais, où te remettre au moment où t'as quitté dans le film, on est trop bien habitué et voilà, faut revenir. Si on le met en écran parce on est sur autre chose, pour basculer, on n'a plus les sous-titres. Mais bon, en même temps, les films qu'on a sont pas des films qu'on bascule et qu'on met en... Donc, c'est un problème qui ne se pose pas en réalité. Ils sont quand même barbants, ces gens qui interrompent. Ouais, franchement, j'aimerais tous les prendre comme ça, là, ces gauchistes chauves qui appellent pour qu'on interrompe pendant les films. Je peux me frapper moi-même, t'inquiète pas, ça me fait plaisir. Mais bon, si je ne mets pas Membas sur la ville dans les recos, c'est dommage, il aurait pu y être, c'est l'heure des recos. La reco, c'est très simple, je vous rappelle un film sur la plateforme. Attends, excuse-moi, il y a mon chat qui vient de et le chat. Coucou le chat. Frotter et de faire tomber le micro, donc tu vas avoir un boom. Donc voilà, excuse-moi. Voilà. Coucou le chat. Allez, il s'appelle comment? Alfred. Salut Alfred. Merci Alfred. La reco, la règle est simple. Maximum un film sur la plateforme et ou une recommandation ailleurs. Qui commence parmi les invités? Qui veut se lancer en premier sur la reco? Je vais désigner. Tiens, voilà, Béa, t'as un chat. Ah, mais non, mais. Alfred a-t-il une reco? Alors, il ronronne à fond. Mais alors, moi, je n'avais pas eu j'avais pas eu cette consigne. Donc, si vous écoutez par Péloge, vous savez que j'ai toujours 15 000 recos. Donc là, j'en avais 15. Donc, attends, faut que je réfléchisse. Si tu vas vite sur les recos, tu peux en balancer un peu plus, mais il faut être bref. Bon, allez, j'y vais et vous... T'inquiète, j'aurais forcément fait plus long avant. Oui. Ok. J'ai Freaks de Todd Browning. Oh oui. 1932. Voilà, je vais plutôt parler des films qu'on n'a pas l'habitude de voir régulièrement, parce qu'il y en avait plein d'autres. Mais donc Freaks de Todd Browning, 32. Alors c'est un peu comme le Cuirassé Potemkin. On peut se dire oh là là, 32, faut pas y aller. Mais bien sûr que si, faut y aller. Donc c'est vraiment sur les phénomènes de foire. Donc c'est la vie d'une troupe en fait de foire et c'est vraiment pareil, touchant. C'est vraiment un film. Enfin voilà, je le mets très très haut. Après j'ai vu qu'ils avaient 2 films de Léos Carax. Il se trouve que j'ai eu ma période Léos Carax pendant un moment et donc j'aime beaucoup Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax et Mauvais Sang. Les deux avec Juliette Binoche. Et Denis Lavant, d'ailleurs, les deux mêmes acteurs. Je trouve qu'il avait qu'il avait, parce qu'il en fait plus autant maintenant, mais un cinéma très libérateur. Enfin voilà, un côté très révolté et libérateur. Donc j'aime beaucoup. Dans un autre genre, beaucoup de jeux de Henri-Georges Clouzot. Et moi j'adore, mais vraiment j'adore L'Assassin habité au 21 et Le Salaire de la peur, qui sont des films, alors, pareil, 42, 51, c'est pas récent, mais très très chouette. Autre style, Soleil vert de Richard Fleischer, de 1972, qui est un top film de science-fiction, après j'en parle pas trop parce que
Pour ceux qui l'ont pas vu, faut pas vraiment Faut pas spoiler. Donc voilà, donc voyez. C'est sympa, c'est un film de SF Soleil qui Vert. parle de bouffe, c'est bon, ça donne trop. Ouais, voilà. Un film que j'ai pas vu depuis très longtemps et que j'aimerais revoir parce qu'il m'avait marqué à l'époque. C'est Le Temps des Gitans de Costa Rica, 88. Ah mais c'est trop bien. Et ouais, mais je l'ai pas revu depuis très longtemps, donc voilà, j'espère ne pas être déçue. Je sais pas si on peut parler ici de Polanski, mais moi j'aime beaucoup quand même plein de films de Polanski. Et donc j'ai vu qu'ils avaient Lune de Fiel et Frontique, un peu plus léger. C'est sûrement ceux que je déteste le plus. Oui, bah écoute, moi j'aime bien. Il se trouve qu'ils sont sur la plateforme. Bon, allez, Citizen Kane, il faut bien. Et le dernier, le dernier, je vais te choisir Les Apprentis de Pierre Salvadori de 95, qui suit deux losers avec avec Luzet et Guillaume Depardieu. Et j'adore. Alors là, on parlait de dialogue, mais j'adore Pierre Salvadori et j'adore ce film Les Apprentis. C'est drôle et c'est émouvant, c'est à voir. Voilà, j'ai fait vite et j'espère que je vous ai pas saoulé comme je saoule les copains de Parlons Péloche quand j'ai toutes mes recos. Et dites-vous bien que j'en avais d'autres. Et tout cela sont sur la plateforme, c'est ça? Oui, tous ceux-là sont sur la plateforme. Non, vraiment, allez voir le catalogue. Il est D'accord, sur la Cinétech. très riche. Tech avec un K. C'est bien comme ça a dû virer pas mal de recos pour les autres qui pourraient Quasiment. Oh, Non, désolé, j'aurais même dû pas, passer en même pas. dernier. Ça va, je suis passé Même entre pas. les sites. Non. Allez, Quentin. Eh bien, je vais Allez. en prendre deux seulement. Donc le premier qui est sur la plateforme, et tu m'as un peu tendu la perche, puisque j'allais recommander Ma base sur la ville, justement, que j'ai pris le temps de voir ce matin même. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'un promoteur immobilier napolitain qui veut construire sur des terrains, si je ne dis pas de bêtises, agricoles, des immeubles. Donc comme ça ils achètent pas cher et après ils vendent les propriétés très cher. Et donc en fait c'est un vrai tableau de tout le système politique, des connivences entre pouvoir économique et pouvoir politique. Et donc ce promoteur immobilier veut notamment briguer une place de adjoint au maire à la mairie de Naples. Et donc en fait on suit tout un parcours qui mélange donc son parcours à lui, mais aussi donc les contestations qui viennent de l'opposition, qui lève une commission, puisqu'en fait ce qui va se passer, c'est au début, ce qui va se passer c'est qu'un immeuble va s'écrouler et va donc entacher la réputation du promoteur en question. Et donc on va voir toutes les mécaniques qui vont se mettre en place. Donc il y a des élections qui arrivent, il y a une commission d'enquête sur l'écroulement de l'immeuble, il y a le promoteur qui veut sa place. Enfin vraiment c'est un film qui est mené assez tambour battant, qui est assez difficile à suivre dans le sens où il y a beaucoup de dialogue sur le système politique, donc c'est pas forcément facile de tout comprendre, mais il n'empêche moi j'étais vraiment pris dedans et je trouve que c'est un film qui ne cherche pas juste à décrire les choses, mais aussi à les retranscrire dans le rythme, la construction, et c'est un peu cette cacophonie générale, et donc j'ai trouvé ça très intéressant, donc j'espère que tu passeras un aussi bon moment que moi après cet enregistrement. Et j'espère aussi. Et hors plateforme. Et hors plateforme, et c'est un peu sur une autre plateforme temporaire qui a été mise en place, puisque c'est sur Henri par la Cinémathèque. Ils ont eu la bonne idée de mettre un film que j'ai aimé beaucoup, que je trouve très méconnu. C'est Le Brasier Ardent de 1923 de Ivan Mosjoukine, qui était un grand acteur du cinéma muet, d'abord en Russie puis en France, puisqu'il a émigré avec la troupe de l'Albatros, qui a donc beaucoup incarné le cinéma d'avant-garde français dans les années 20. Pourquoi ce film-là? Parce que je trouve déjà qu'il me gagnerait de plus connu. C'est un vrai mélange des genres. Le pitch de base, c'est une femme qui fait des espèces de cauchemars, notamment sur un homme, et le mari de la femme va donc engager un détective pour comprendre d'où viennent ces cauchemars, et évidemment le détective en question c'est l'homme du cauchemar. Bref, et c'est un vrai mélange des genres. Il y a de l'imaginaire, il y a du romantique, il y a du policier, il y a des plans très bien faits qui font penser un peu à l'expressionnisme, beaucoup de jeux d'ombre. Ivan Mosjoukine, donc, qui est le réalisateur mais aussi l'acteur principal, qui comme beaucoup dans les différents films dans lesquels il a joué, change souvent plusieurs fois d'apparence, et je trouve que c'est un acteur qui était vraiment magnétique. Enfin, il avait vraiment un physique qui lui donnait beaucoup de charisme. Et ce qui est intéressant avec ce film aussi, c'est que c'est le seul long métrage qu'il ait réalisé, parce que donc pour l'anecdote, et je termine ma recommandation là-dessus, pour l'anecdote, en fait, quand son film est sorti, il a été complètement détesté par le public, qui n'a pas sûrement compris ou qui n'a pas apprécié, parce que c'était peut-être un peu trop avant-gardiste ou différent de ce qui était fait à l'époque. Et dans tout le public qui a détesté, il y en a un qui a pensé autrement. C'était Jean Renoir, qui a vu ce film-là, qui a été complètement subjugué et qui a décidé de lâcher la poterie pour le cinéma. Et donc je pense qu'on peut voir une petite fière chandelle à ce bon vieux Ivan Mosjoukine, qui est tombé dans l'oubli, mais qui a en tout cas marqué son époque, qui a permis à un cinéaste français majeur d'œuvrer par la suite.
Voilà. Donc c'est sur Henry. Tu m'as convaincu. Voilà, je t'invite à le découvrir. C'est disponible sur Henry par la Cinémathèque française qui donc met un film par jour. Et ils ont notamment mis plusieurs films de l'Albatros, dont celui-là qui, je pense, mérite d'être plus connu. Voilà. Yeah. Alors, étant donné que je ne peux pas faire de recommandations par rapport à la Cinétech, je vais en faire une sur la plateforme sur laquelle j'ai pu revoir le Queer as Potemkin. Ça s'appelle Uncut. C'est une plateforme de cinéma indépendant qui se trouve en Belgique et que j'apprécie énormément. Et sur cette plateforme, il y a mon deuxième film préféré, Alléluia de Fabrice Huels. Alors, Alléluia, c'est une histoire d'amour particulière. C'est Gloria qui rencontre Michel. Ils se sont rencontrés par petite annonce et le truc c'est que ce qui va se passer va être hyper destructeur. C'est l'amour dans ce qu'il a de plus fou, de plus sombre. Quand je parlais de film qui vit pour l'an 01, c'est la même chose ici, mais c'est le genre de film qui transpire à l'écran, notamment par sa photo très granulée. Et voilà, pour moi, c'était une claque. Donc si vous voulez vivre la même claque que moi, eh bien, je vous recommande beaucoup Alléluia. Et là, pour le coup, ma deuxième recommandation, c'est un film que j'ai découvert très récemment, parce que j'avais envie de découvrir le cinéma de Ben Zeidlin. Et donc, j'ai enfin vu Les Bêtes du Sud sauvage. C'est l'histoire de Hush Puppy, elle a 6 ans. Elle vit avec son père et suite à la libération d'Orok, je sais pas comment prononcer ça correctement, elle va partir à la recherche de sa mère, et je suis en train de me dire que je suis un imbécile pour avoir découvert ce film 8 ans après sa sortie, parce que c'était merveilleux. C'est vraiment le genre de film qui m'époustoufle personnellement, et donc je le recommande également en espérant que ce film, ainsi qu'Alléluia, vont vous procurer autant d'émotions qu'à moi. Oh, eh ben, en tout cas, tu le vends bien. Ah bah, je suis content. Généralement, je le fais mal. Bon, je suis dégoûté. Je trouve ça dégueulasse. J'ai voulu voir uncut.be. Comme je ne suis pas résident belge, je ne peux pas y accéder. Voilà. Retour de bâton. Il y a ça. Oui, alors j'ai pas eu le temps de voir d'autres films sur la plateforme, mais il y en a un qui m'a particulièrement donné envie de le voir. C'est un Sherlock Holmes de 1916. Et selon l'affiche sur la Cinétech, c'est un film qui a été perdu juste après sa sortie et qui a été retrouvé je crois en 2014, qui a été restauré en 4K. Bon, c'est un film muet, mais voilà, selon synopsis, c'est une histoire qui reprend un petit peu la trame d'un scandale en Bohème. Et voilà, je suis toujours chaude pour aller voir un Sherlock Holmes, même s'il est muet. Même s'il est muet, comment ça? Genre, c'est péjoratif, ça, j'aime pas ça. Bah, disons que c'est pas mon genre de prédilection. Et hors de la plateforme, il y a ça? Hors de la plateforme, c'est un opéra que j'ai regardé sur RT Concert, qu'on peut retrouver sur RT Concert, La Belle Hélène d'Offenbach. Et franchement, je me suis bidonnée du début à la fin. Je suis pas très fan des opéras, je préfère quand il y a pas de parole. Mais là, pour le coup, je me suis vraiment amusée du début à la fin. C'était génial. Voilà. Et il y a une recours sur la Cinétech? Fait. Deux. Une seule. C'est difficile. Ouais, voilà. Non, deux seulement. Là, je n'ai pas hors Cinétech, même si j'aurais parlé d'Out 1 pendant des heures, C'est bon, mais ça non. marche. Dans ce cas-là, ça va. Mais du coup, non, on apprend. En plus, ça va être assez opposé. Alors, d'abord, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de films de Robert Bresson, qui est un de mes cinéastes préférés de tous les temps. Et c'est très particulier, et tous ceux qui sont dessus, je pourrais les recommander, car je les aime tous énormément. Je dirais de peut-être commencer par Les Dames du Bois de Boulogne, qui est une adaptation de roman, enfin une sorte d'adaptation moderne d'un roman de Diderot, et c'est absolument magnifique avec Maria Casar. Ça parle d'amour, autant c'est dans les années 40. Et c'est très très beau, et alors faut pas se formaliser sur le jeu de Robert Bresson, même si là encore ça va. C'était un cinéaste qui demandait à ses modèles, il n'appelait pas ça des acteurs, de ne pas jouer en fait, juste de dire les phrases tels des robots. Et c'est un cinéma de l'épure très aride, mais qui justement par ses côtés très simples décuple toutes les émotions possibles, et à ce titre Au hasard Balthazar est peut-être l'un des films les plus déchirants que j'ai vu de ma vie. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait Chungking Express de Wong Kar-wai. Ah ouais. Et bon, voilà, là, on est encore sur de l'amour, mais là, c'est l'amour de Wong Kar-wai, c'est peut-être un truc les plus fous jamais créés par l'homme sur cette planète, quoi. C'est absolument magnifique. C'est une double histoire, enfin 2 histoires combinées en un film, avec une poésie mais éclatante. California Dreams qui hante l'esprit. Et enfin, c'est pas mon préféré de Wong Kar-wai, mais c'est un des films qui m'a fait aimer le cinéma hongkongais, et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée au cinéma de Wong Kar-wai et à ce pan du cinéma asiatique qui est quand même assez fascinant.
mine de rien. Thierry ? Ouais. Alors, c'était excessivement compliqué de choisir sur la plateforme parce que j'ai vraiment hésité à aller regarder le catalogue. Tellement j'ai réalisé qu'après 5 minutes de déblatèrement, j'avais passé que la première page et que j'étais qu'à la lettre A. Et ouais. En fait, ils ont un catalogue bien plus grand que ce que j'imaginais, c'est fou. Et donc du coup, je vais me maintenir à la lettre A. Putain, il y a Meurtre mystérieux à Manhattan de Woody Allen dessus, allez le voir, c'est génial. Et non, le film dont je voulais parler, c'est un film qui m'a lancé dans le cinéma espagnol et je suis ravi de voir qu'il est là. Alors, il y a beaucoup de sélections d'Almodovar. Il y a plein de trucs. Arnold Schwarzenegger. Oui. Il y a Talon Aiguille, il y a Attache-moi, il y a plein de trucs vraiment géniaux. Il y a même son tout premier, enfin, un de ses tout premiers, c'était, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, je crois, un truc comme ça, qui est, mais introuvable. Donc ça, je vais me le mater. Mais il y a Femme au bord de la crise de nerfs. Et pour comprendre le cinéma d'Almodovar et surtout pour comprendre comment ce gars a tout compris aux femmes à son époque, Femme au bord de la crise de nerfs, c'est brillant, quoi. Déjà, il y a Carmen Maura, et donc déjà, il y a aussi De Palma, donc c'est forcément brillant. Il y a Antonio Banderas qui joue chez Almodovar, donc les seuls moments où il joue de sa carrière, donc il est forcément brillant aussi. Et voilà, c'est il y a même pas besoin d'expliquer ce que c'est. Le titre en dit long. C'est des nanas qui pètent un câble et qui reprennent le pouvoir. Et c'est super. C'est super fun, c'est super brillant, c'est génial. Et le deuxième, donc c'est évidemment hors plateforme. C'est sur un cinéaste que tu adores, Thomas. Mais pas pour ce film-là. Ah. Alors attention parce que tu vas pousser une petite éructation de plaisir quand je vais dire son nom. C'est Masaki Kobayashi. Oui. Et alors ce n'est pas Harakiri que tu défends corps et âme et qu'il faut que je vois d'ailleurs. J'en ai jamais parlé d'ailleurs, c'est un excellent film, je le recommande. Pardon. Jamais. C'est vrai que t'en as jamais parlé, pourquoi j'en parle maintenant? Mais non, c'est pas ce film-là, ce qu'il avait fait en 62, c'est le film qu'il a fait après en 64, c'est Kwaidan. Kwaidan, oh là là. Ouais. Et Kwaidan, alors c'est fantastique ce truc, c'est alors j'ai pas été non plus réceptif à tout, mais le film est fascinant. C'est un film qui est en 4 étapes, donc c'est 4 épisodes en fait, pour une durée de 3 heures, qui vont raconter des histoires du folklore japonais, soit à l'exactitude comme une légende, soit réadaptées parce que certaines étaient inachevées, ou que certaines justement il a voulu apporter des éléments visuels. Donc lui, il considère ça comme un film fantastique d'horreur. Alors c'est vrai que quand tu le regardes comme ça, forcément ça fait histoire de fantôme, c'est pas non plus excessivement effrayant, mais sur la force évocatrice, sur la peur, sur ce genre de choses, par contre c'est très très puissant. Et bon après c'est un film japonais de Kobayashi, je veux dire tout se passe du coup dans le folklore traditionnel à une ancienne époque, et c'est magnifique, la photographie t'éclate à la gueule, c'est beau tout du long. Et pareil, il y a pas un seul plan où tu te dis putain vivement que ça passe au suivant. Non, c'est ces histoires sont belles, c'est prenant, c'est puissant et il faut le voir quoi. Mais c'est très long, donc il faut quand même se préparer, c'est un rythme assez lent, donc préparez-vous 3 heures. Moi je l'ai maté le matin, comme ça je venais à peine de me réveiller, j'étais frais et c'était une super expérience. J'ai l'impression que ça a été difficile pour tout le monde, hein, les recommandations avec la Cinétech. La barre du choix. Oui, il y avait de quoi faire. Ça a été très très dur. Je confirme. Donc allez, moi je vais rester dans le thème de la prison. Voilà, si vous aimez les films de prison, les films d'évasion, il y a Le Trou de Jacques Becker, ouais. 1959. Excellent. Oui, très très bien. Un grand oui. C'est énorme, oui, alors, énormissime. C'est dommage. Voilà. Donc ça s'appelle Le Trou, ça se passe dans une prison. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà. Après il y a beaucoup d'histoires sur les personnages, sur les motivations de chacun. Bon, je l'ai vu tout petit, ça m'a marqué petit, c'est-à-dire que même petit on peut le voir en fait. Donc ça déjà c'est si vous avez des gamins à côté de vous que vous pouvez pas regarder n'importe quoi, par exemple Scum vous oubliez par exemple s'il y a des gamins à la maison. Mais Le Trou vous pouvez. Bon après c'est pas non plus pour les gamins, hein. Donc voilà, qu'ils soient un peu grands pour pouvoir regarder ça. Et ouais, moi ça m'avait marqué petit et ça me marque encore et c'est voilà. Je vais peut-être me le refaire à l'occasion. Comment tu dis qu'il s'appelle, enfin le réalisateur? Le Trou de Jacques Becker. Qui a fait Becker. Casque d'or aussi. Ah Becker, d'accord, je sais parce que j'étais sur Jacques Decker, c'est pour ça que je trouvais pas. Black et Decker, non c'est autre chose. Il fait des trous mais chez Casto. Et alors il y a une série aussi sur la Cinétech. Alors attention, je dis une série, je grossis un peu le trait. Et je joue un peu sur les mots. C'est Les Vampires de Louis Feuillade. Ah oui. Voilà, il y a la série des vampires, 1915. Voilà, c'est avec une organisation méchante et machiavélique. C'est un peu inspiré du succès de Fantomas. C'est lui qui l'a fait. Ouais. Et voilà, et donc ça se succède. Il y a des feuilletons. Je crois qu'il y a des cliffhangers aussi, si je me souviens bien. Enfin, c'est une série quoi. C'est une série au cinéma. Voilà, et c'est parce que il fallait inciter les gens à venir au cinéma pour payer leur place. Puis c'était la guerre aussi. Et Musidora, la vampe. Attention, la fameuse. Exactement. Ouais, dans son collant noir. On a fini les recos. Et chers invités, où peut-on vous retrouver en dehors de l'émission ?
Béa, où peut-on te retrouver après l'émission ? Eh bien, vous pouvez me retrouver donc à Lille. Voilà, non, mais vous pouvez m'écouter et me retrouver dans Parlons Péloche, un dimanche sur 2. Nous parlons cinéma également, sous un autre format, puisque nous, sur chaque épisode, en fait, c'est un genre cinématographique qu'on aborde à travers 3 films récents, et puis nos références et un jeu un peu bébête. Donc voilà, 5-6 chroniqueurs, avec des invités aussi de temps en temps. Et voilà, on devrait peut-être se revoir prochainement. J'espère, avec plaisir, on se croisera, j'espère aussi. Peut-être qu'on montera à Lille aussi, peut-être un jour. Je ne sais avec pas. plaisir, avec plaisir. Liam, où peut-on te retrouver après l'émission ? Alors, en radio sur Serra, où je parle généralement de tout ce qui est pop culture, mais plus précisément le cinéma. En étrie sur le coin des critiques ciné, sur Ninang, sur Comics Prime et sur Désolé j'ai ciné. Et en plus, je suis en train de tenter de développer d'autres choses sur le côté, mais je garderai un peu plus le silence et le mystère là-dessus, parce que le mystère fonctionne. Il faut pas le dire. Il y en a 4 qui sont concernés par le silence, il faut pas le dire. Ah, mais je pensais même pas à ça en plus. Il y a ça aussi. Oui, il y a ça aussi. Oui. Mais moi, je ne dis rien, je n'ai rien dit. Voilà, je disais d'autres choses. Quentin, où peut-on te retrouver après l'émission ? Moi, j'écris sur mon blog qui s'appelle À la rencontre du 7e art, et j'ai à côté donc... C'est vachement bien. Merci. Sous le même nom. Donc une page Facebook, Twitter et Instagram qui publie tous les jours, où j'écris sur les films que je vois, généralement pas mal de cinéma de patrimoine, pas mal de cinéma muet aussi, même si des gens trouvent ça nul. Mais ça, je continuerai à me battre pour le défendre, parce qu'on n'en parle pas assez sur les différents médias. Donc moi, comme ça me plaît, j'en profite. Et donc voilà, je suis sur les réseaux pour causer ciné avec grand plaisir. C'est bon, j'ai vu tout le monde, j'allais dire Thierry, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Mais on peut te retrouver sur Clac, toujours, évidemment. Oui, sur Clac, sur les médias du silence. Merci à tous les 3 de nous avoir accompagnés pour l'émission. Merci de nous avoir invités, c'était bien cool. Merci pour l'invitation, et c'est avec grand plaisir que je rééditerai l'expérience. Moi, si vous osez m'inviter un jour, à nouveau, je serais ravi de revenir. Toi, je t'ai déjà dit plein de fois de venir à Paris, on a profité des épisodes à distance pour t'avoir, hein. Ça fait un moment que je te déclame. Ah oui, mais un jour, je reviendrai en terre française. Mais même quand on l'invite, il peut pas avoir accès à la plateforme, c'est quand même pas sympa, quoi. Ouais. C'est l'ADN belge, tu sais, ça, dans les doigts, ils savent déjà. Non, mais c'est vrai que pour les épisodes traditionnels, on offre la place de ciné, mais on n'offre pas le billet de train. C'est un truc... Question de budget, hein. Merci à vous 3, merci à l'équipe de Clac aussi, merci Yassa. Merci à tous. Merci Ellie. Merci. Merci Thierry, sans qui rien ne serait possible. Oh, qu'est-ce qui se passe ? T'as un truc à me demander, toi ? Ouais, j'ai un problème de pognon en ce moment. Et je me disais aussi, ouais. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Retrouvez cette émission, ainsi que les précédentes et les prochaines, sur votre application de podcast préférée, et bientôt sur YouTube, très bientôt. On a monté une chaîne et on va bientôt mettre les épisodes en ligne. Waouh. On n'arrête pas le progrès. C'est dingue, hein. On vous donnera une date sur les réseaux sociaux également. Si vous voulez participer au choix des films aussi, parce que vous pouvez peut-être vouloir choisir les films, guettez-nous sur les réseaux sociaux, les stories et les Twitter aussi. Clac Podcast, CLAAC Podcast, Instagram, Twitter et Facebook aussi. Commentez l'épisode aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode ? Est-ce que vous pensez que le cuirassé Potemkin est si mal monté que ça ? Je serai dans les commentaires, je surveille. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plateforme. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Au revoir. Je voudrais quand même faire remarquer qu'on a passé quasiment autant de temps à parler du cuirassé Potemkin que le film en entier. On aurait pu faire les commentaires du film d'ailleurs. Bah vas-y, hein, moi je suis chaud pour les refaire un jour. Donc là, on est parti sur 1h24, c'est ça ? Ah oui, 1h24, ouais. Bon, écoutez, je lance le micro, je vais bouffer un truc, je reviens. Hein, vous finissez le film tout seul. Reviens. Allez, bon, là je crois qu'on a passé les 30 secondes, je vais pouvoir caler la bande-annonce tranquille. À moins que vous vouliez faire une bande-annonce de Scum, mais on est déjà à 1h30 d'enregistrement. Je pense qu'on peut... On n'est pas à 1 minute près. On peut aller sur la fin. Ce sera trop vulgaire si on fait notre bande-annonce. Oh non. Voilà. Non, avec un S, Thierry, hein. Oh non, sérieusement, quoi. Ah, celle-là, on aura du mal à la veille. Là, c'est du tomate tout craché, ça.
Voilà, Yassa, elle est en mode automatique. On m'avait pas prévenu, je suis extrêmement choquée. Moi, je me régale. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on se marre. Bon, je crois que j'ai ma séquence de fin. Alors, Et voilà. voilà. On a perdu Yassa. Hein. Bah tu vois, ça y est, Ellie, on a trouvé un remplaçant à prix de prout, on n'a plus besoin de faire ça maintenant. Pardon. On a perdu, je pense, c'est terminé là. Moi, je coup, quitte le plateau. Ah Du coup, non, Thomas, on va dépasser 2 heures d'émission parce qu'il y aura 40 minutes de pas rire ça de pas Yassa. maintenant. À peu près tout ce que tu as fait. Allez, c'est bon, on a une demi-heure par film, tout va Nickel. bien. On double le temps alloué, tout va bien. L'émission va être 2 fois plus longue que prévu, c'est C'est ce génial. qu'il faut, non? Oui. Faut faire durer. Allez, dernier film de En cette... même temps, tu cherches 7 personnes. Ouais, cherche. bah oui, c'est ma faute aussi, c'est ma faute. On aurait pu être Oui. 9. Waouh. On est 7 à la maison. Dernier film... Pardon. Ouais. Certains... Voilà, bon, c'est bon, hein, on va faire ça, on va, tout le monde va s'interrompre. Je vais faire ma Allez, gueule, c'est bon. On n'est pas assez long. D'ailleurs, au fait, Dernier film de cette sélection, Scum d'Alan Clark, film britannique. Petit conseil à ceux qui enregistrent leur podcast sur Discord, enregistrez quand même une piste en local. Comme vous pouvez l'entendre, cette intro s'est très bien passée, a été magnifique, mais mes camarades avec la reconnaissance vocale de Discord n'ont pas entendu exactement la même chose. Allez, on n'est pas Je vais faire ma gueule, c'est bon. Dernier film de cette sélection, Cum d'Alan Clark, Non, tu refais film ça. britannique. T'as dit cum. Quoi? Attends, dis ce que tu as J'ai dit fait. Scum. Non. Ah non, j'ai dit Scum. Non, on l'a tous Ah non, entendu. j'ai appuyé le... Je ne participerai pas à cette émission. J'ai appuyé sur le S Non, non. exprès, c'est vous qui avez des problèmes de micro. Bien sûr. Ouais. Non, c'est le... Non, j'ai dit Scum. Non.